C'est une marque de reconnaissance de la part de tes coéquipiers parce qu'eux te choisissent en fait un leader. Et le match qui prend fin. Et le Canadien qui gagne la Coupe Stanley. Un des grands retours dans l'histoire du hockey moderne. Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Les Glorieux. Je vais gagner Pascal Gagnon avec vous. Salut Pascal. Bonjour à tous. Comme vous pouvez voir, j'ai une petite voix enrhumée. C'est à cause que je me suis introduit dans le bureau de Kent, puis il y avait beaucoup d'air climatisé. Fait que à cause de ça, ouais, c'est ça. Puis quand j'étais allé aussi écouter Saint-Louis sur le banc pour voir ce qu'il disait, ben c'est frais. Fait que je pense que j'ai pogné quelque chose. Ah ouais, hein? Les bébés du Centre Bell. Ouais, c'est ça. Je suis content que notre invité nous a dit qu'il a déjà écouté le show parce qu'il comprend l'inside. Sinon, ça serait vraiment bizarre. Avec nous aujourd'hui, Rick Springhetti. Salut Rick. Salut monsieur, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci beaucoup pour l'invitation, j'ai vraiment hâte. Hey man, ça fait tellement plaisir de t'avoir avec nous. Je suis très content. Puis juste avant qu'on rentre en mode enregistrement, je disais à Rick, je vois ton nom tout le temps, partout. Puis en jasant un petit peu avant de partir de l'entrevue, Rick, il me dit qu'il travaille pas là-dedans temps plein dans le hockey. Puis je fais comme, ben non, ça se peut pas. Rick, il me niaise. Il a volé l'identité de quelqu'un qui travaille dans le domaine du hockey parce que je vois ton nom passer partout sur Twitter, sur les sites d'actu. T'es régulièrement cité et là, je comprends plus comment ça se fait. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi ça. Ben, écoute, c'est simple, là. C'est simplement pas avoir... j'ai pas vraiment une formation dans les médias. J'ai aucune formation. Même dans le hockey, j'ai vraiment appris sur le tas moi-même lorsque j'étais comme dépisteur, là, comme on appelle sur les magazines. J'ai pas été formé dans le hockey. Je suis allé dans les arénas avec mon calepin. J'ai commencé à écrire des notes comme je voyais ça. Puis là, de fur et à mesure, j'ai partagé mes impressions avec des gars impliqués dans le hockey, puis ils me donnaient des conseils. Puis j'ai vraiment appris à la base moi-même de ma manière. Même chose avec les réseaux sociaux. Peut-être que je devrais trouver d'autres activités à faire. Peut-être que je passe trop de temps dessus. J'aime beaucoup trouver des sujets de discussion qui portent à partager nos opinions, nos points de vue. J'aime le processus de comprendre le pourquoi de l'opinion de quelqu'un. Ça me dérange pas obligé d'être d'accord. Ça me dérange pas. J'aime avoir l'argument. C'est ça que je trouve intéressant. Et boy, Twitter puis X pas à bonne place, là, en 240 caractères, c'est tough, là. Pas toujours, mais tu dis des petites affaires ici et là, mais souvent tu rencontres du monde super intéressant. Alors, ça peut être une bonne chose, juste essayer d'éviter ceux qui valent pas la peine. Ben oui, non, ça c'est clair. Fait que là, OK, d'habitude, je commence les interviews avec, c'est ma question classique, c'est ma question habituelle, puis je trouve que ça nous permet de connecter avec la personne en tant qu'amateur de hockey. Je veux savoir, Rick, c'est quoi ton souvenir le plus lointain de hockey? C'est quoi la première fois que tu te souviens de hockey dans ta vie? Première fois, je devais avoir 4 ou 5 ans. Mon père m'avait emmené au Forum de Montréal voir le Canadien contre Minnesota, les North Stars. Wow. J'étais assis dans la section debout, parce qu'on avait une section... Assis dans la section debout? Juste debout. Ouais. Alors, tu restais là debout. OK. À côté des fumeurs, souvent. Oui. Parce que c'était ça le temps. Puis je dis, je voyais ça à la télévision. Puis là, voir ça en personne, c'était incroyable. L'ambiance était belle. Et j'ai commencé à regarder. Encore, ce que je disais avant, j'étais toujours intéressé à la discussion. Plus tard, mon père m'avait rappelé de quelque chose d'intéressant. Il dit, lorsque tu avais environ 7 ans, puis toi, puis tes jeunes frères, quand je revenais du travail, je vous donnais 25 cents pour aller au magasin, vous acheter une petite friandise, un petit cadeau. Tu sais, 25 cents dans ce temps-là, c'était correct. Ça valait la peine, là. Ça valait la peine. Il dit, tu avais 7 ans et je te jure, tu revenais avec le Journal de Montréal. Ça, c'était ton cadeau. Wow! Et à l'âge de 7 ans, tu t'assoyais, tu me demandais c'est qui, c'est quoi, comment lire un scoreboard un peu, puis t'as appris de cette manière-là. J'ai jamais rêvé de jouer, j'ai jamais tripé sur... je jouais avec mes amis pour le fun, mais j'ai jamais voulu me joindre à une équipe. J'aimais toujours... Qu'est-ce qu'il fait le coach? Pourquoi que le coach fait ça? Le coach, c'était la partie de hockey qui m'intéressait le plus. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est le côté
analyse, c'est le côté... C'est drôle, on a cette ça connexion-là tous les deux, parce que moi, j'écoute rarement le hockey. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Toi, tu parlais d'entraîneur, puis pourquoi les décisions. Moi, c'est au niveau des directeurs généraux. Moi, c'est ça qui m'interpelle le plus. Les agents libres, les signatures, les transactions, les rumeurs, tout ça. Moi, c'est vraiment ce bout-là qui m'interpelle le plus, là. Oui, certainement. Le côté directeur général est beaucoup plus intéressant même que le côté entraîneur, mais c'est tout ce qui est fait des décisions, de pourquoi même le joueur, pourquoi cette décision, pourquoi même comment est-ce qu'il s'entraîne, pourquoi est-ce qu'il tout ce qui a trait à la pensée de qu'est-ce qui mène à un résultat, je trouve ça intéressant. Uh-huh. Puis, tu parlais de magazine. Comment tu as commencé à écrire comme d'avoir une implication presque para-professionnelle, là, si je peux utiliser l'expression, là? Je pense que c'était environ 2005. Le magazine McKean's était je trouvais ça dans les pharmacies et tout ça. Je l'ai acheté parce que je trouvais le repêchage intéressant. Puis c'était la première place où est-ce que je commençais à avoir des rapports sur les joueurs qui allaient être repêchés. Je disais, ça me tente de le prendre parce que je veux connaître qu'est-ce qui va arriver au repêchage cette année-là. J'avais trouvé ça très bon. Alors, j'ai pris la chance. J'ai juste contacté mon ami Grant McCagg, qui était le boss à ce temps-là. Et j'ai demandé, écoute, est-ce que tu me donner conseil? Puis il m'a dit, si tu veux venir à Gatineau, viens-t'en, je vais aller voir une partie, on va se rencontrer. Puis il m'a pris sous son aile. Puis tous les semaines, j'ai envoyé des rapports. Puis éventuellement, il dit, c'est assez bon, on va commencer à les publier. Ah ouais. Et là, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Là, je commençais à avoir... écoute, je recevais quelques dollars, pas beaucoup. Mais 25 cents, juste assez pour un journal de Montréal. Ouais, juste assez pour ça, à peine. Mais je recevais quelques dollars, mais je dépensais des milliers, de 2000 dollars des fois par année de mon propre argent pour aller aux arénas. J'allais à Victoriaville, de Montréal à Victoriaville, à Shawinigan, Québec, Gatineau. J'allais à Ottawa, j'allais Kingston même des fois. Puis j'essayais de planifier. Il y avait des fois, je pouvais faire 2 games dans une journée. Alors j'essayais de voir, il y a une équipe qui joue à 4 heures, une équipe qui joue à 7 heures. Et des années, je voyais 75 parties live, comme on dit. Ouais. Et peut-être 125 par vidéo. Puis chaque fois que je faisais une partie, j'écrivais un rapport détaillé sur les joueurs que j'ai vus. Et je gardais des fiches. J'avais une fiche sur environ 275 joueurs pour chaque repêchage, avec tous les fois que je les ai vus, toutes mes impressions. J'avais des fichiers Excel, puis je gardais tout en note. Combien de fois je les ai vus en personne? Combien de fois je les ai vus par vidéo? Ils étaient tous à la maison, ils étaient tous sur la route. Tout. Et je faisais mes propres classements, puis j'envoyais ça à Grant, puis à McKean's, puis j'ai fait ça pendant des années. Ah ouais. Puis, oui, vas-y, Pascal. Ouais, non, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant, tout autodidacte comme ça. Mais moi, il y a plusieurs choses là-dedans. Premièrement, moi, j'aurais vraiment fité dans ta section fumeur, avec ma voix du moment. J'aurais été dans la section fumeur. Tout le monde, ça va, il visite. J'aurais fité là-dedans pas mal. Puis moi, il y a une autre chose aussi, c'est que tu parlais toujours du pourquoi, puis ça m'a fait un peu rire parce que je t'imaginais en train d'écouter, mettons, le hockey avec ton père, puis là, il y a une pause. Puis, pourquoi? Il fallait qu'il fasse une pause, ok, ouais. Pourquoi? Ben là, c'est parce qu'il fallait qu'il... OK, ouais. Pourquoi? Je vais aller aux toilettes. Alors, écoute, à l'âge de 9-10 ans, mon père aussi m'avait dit, puis ça, je m'en souviens très bien, j'appelais les émissions comme TVA Sport à la télévision. Puis mon père était à la télévision, était en haut, en train d'écouter la télé, puis il entend ma voix, qu'est-ce que tu fais là encore? Puis il courait en bas, il dit, tu peux pas faire ça, il dit, t'appelais TVA Jean-Paul Chartrand, qui était l'animateur de l'avant-match dans ce temps-là, puis il prenait mes appels, puis je disais des affaires peut-être qui n'étaient pas vraiment beaucoup de sens, mais je le disais quand même, puis surtout même sur le baseball, les expos souvent, là, des propositions d'échange et tout ça, peut-être un peu farfelu, je m'en souviens pas. Mais je trouvais toujours une façon de m'impliquer dans quelque chose. C'est vraiment intéressant parce que moi, dans la vie, je suis un peu comme ça aussi. C'est le côté où on se rejoint autodidacte. J'essaie plein de choses par moi-même. Ensuite, souvent, je suis formé par après ou peu importe. Mais c'est ça comme moi pour le hockey. Là, je fais un podcast sur le hockey, mais à la base, je n'ai pas non plus nécessairement de formation là-dedans. Je suis juste un grand fan. Comme on a déjà dit, je peux écouter le même repêchage 14 fois.
même en reprise, parce que moi, je faisais ça. Là, il y a une émission qu'on en a parlé. En tout cas, ça, il ne faut pas le remarquer là-dedans, je vais. Il y a des problèmes mentaux sous-jacents à cette anecdote-là. C'est juste pas diagnostiqué. J'avais enregistré le repêchage cette année. Puis quand j'avais rien, il n'y avait pas d'hockey à TV, puis je trouvais ça plate, je réécoutais le repêchage. Puis là, moi, je fais comme si je ne l'ai pas vu. Là. C'est bien ça le pire. C'était pas un peu Elvis Gratton qui regardait les parties des Expos d'il y a 15 ans? Même genre. C'était pareil. Puis là, des fois, je disais, hey, Linda, écoute ça, Linda. Mais, c'est ça. Mais tu sais, mais moi aussi, j'ai un peu je fais tout par moi-même. Puis, tu sais, c'est parce que des fois, finalement, comme quand t'étais jeune, ça devait faire ça. Au final, t'appelais à des endroits où, puis là, des fois, tu donnes ton opinion. Puis là, tu te rends compte que les gens trouvent pas ça si fou. Puis là, tu dis, ben, peut-être que j'ai des bonnes idées, finalement. Fait que là, tu continues comme à creuser avec ce que t'as, puis tu développes une espèce de petite expertise. Puis là, c'est ça qui est intéressant. Oui, évidemment. Puis tu as une certaine fierté lorsque des gens veulent avoir ton opinion. Tu sais, j'avais été au repêchage une année à Montréal. Je ne savais pas c'est exactement laquelle année. Puis les gens me voyaient, puis ils ont réalisé que je connaissais un peu. Alors ils m'arrêtaient. C'est qui ce choix-là que Montréal a choisi en 3e ronde? Moi, je ne les ai pas vus, mais moi, je les avais vus. Alors je leur ai donné mon petite opinion. Puis j'ai commencé à faire un peu de contact avec certains journalistes qui ont été d'un beau support pour moi, là, comme Mathias Brunet, Jean-François Godin, Brian Wild, puis certains autres qui ont toujours été très fins avec moi, très respectueux, puis m'ont donné des bons conseils. Puis ça a mené à d'autres choses. Éventuellement, j'avais mon accréditation pour faire le camp des Canadiens. Là. Peut-être pas les parties, mais j'avais le camp des recrues, le camp d'entraînement, puis j'y allais. Puis pas de formation, mais j'allais avec mon petit notepad, puis je demandais des questions. Puis c'était, dans le pire des cas, c'était des belles expériences de vie. Au moins ça. Ouais, puis au pire, ils vont dire non, c'est tout, là. C'est ça. Moi, t'as coupé JB, mais le repêchage que t'étais à Montréal et que t'as oublié, c'est sûrement lui de Louis Leblanc. On veut tous l'oublier. C'est probablement ça, ouais. C'est juste ça, je voulais dire. C'était probablement ça. Je pense que le choix de 3e ronde ou 4e ronde du Canadien, j'étais à 5 pieds de Scotty Bowman en arrière. À l'arrière, puis je le regardais à l'entour. Y a-t-il un journaliste qui peut prendre une photo en ce moment-là? Pour avoir ce moment-là. Puis j'ai vraiment eu des belles expériences. Ouais. Vraiment, j'ai rencontré du monde super, super sympathique. C'est bien le fun. Ah oui. Puis là, ben, tu parles de scouting. Tu avais de l'intérêt pour le hockey, les décisions des entraîneurs, mais le scouting en particulier, ça vient de où? Je pense que c'était arrivé lorsqu'ils ont commencé à le téléviser, le repêchage, puis là, tu voyais l'analyse, puis tu disais, oh mon Dieu, j'aime ça, qu'est-ce que j'entends, j'espère que Montréal vont choisir, puis là, OK, c'était pas lui qui ont choisi en fin de compte, et de plus en plus, lorsqu'ils montaient les parties d'équipe Canada à la télévision, lorsque ça a commencé à monter des parties des moins de 21 ans, les juniors, on a commencé à rêver à voir certains joueurs, de l'intérêt à certains joueurs. Et ça l'a monté beaucoup, beaucoup dans ce scouting. Puis c'était la seule chose que je pouvais faire, que j'avais accès vraiment. Je pouvais pas devenir directeur général d'une équipe. C'était pas possible. Du scouting, je pouvais le faire. Tu sais, pourquoi pas m'essayer encore là? Dans le pays des cas, je voulais juste avoir quelques conseils. C'était ça mon seul but au début. Je vais y envoyer mes lettres, je vais me donner quelques conseils. Je vais en savoir un peu plus. Ça va être fun. C'était comme, hey, tu veux-tu venir un peu plus souvent? Hey, tu veux-tu m'envoyer un rapport de cette partie-là? Et après, c'était comme, hey, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Je suis pas certain, je voudrais avoir ton opinion. Wow. Quelqu'un veut avoir mon opinion, j'en viens pas, là, puis ça a monté de ce côté-là. Puis, à un certain point, est-ce que tu as eu des opportunités pour travailler là-dedans, que ça devienne temps plein, ou ça a toujours flirté sans nécessairement déboucher? Tu n'avais peut-être pas cet intérêt-là, tu avais peut-être une sécurité d'emploi ailleurs qui faisait que c'était pas aussi intéressant. Oui. Au fait, j'ai commencé à avoir j'ai entendu un nom circuler dans certaines équipes à la Ligue junior majeure du Québec. On m'avait dit, je ne sais pas si c'est vrai, des fois des gens te disent qu'est-ce que tu veux entendre, mais on m'avait dit qu'il y avait une équipe en particulier qui était intéressée à me rencontrer. Mais bon, on a eu de la maladie dans la famille, j'ai mis ça de côté, puis j'ai vraiment regardé, j'ai dû vraiment me concentrer juste sur ça, puis pendant quelques années, c'était vraiment, j'ai dû mettre le scoring de côté pour ces raisons-là, puis ma fille, elle avait 4 ans dans ce temps-là, puis c'était pas vraiment envisageable de quitter mon emploi pour faire ça. Et c'était vraiment pas envisageable d'aller travailler à temps plein puis passer toutes mes fins de semaine sur la route jusqu'à dimanche soir. Non, j'étais vraiment pas intéressé. C'était pas le type de père que je voulais être, en d'autres mots. Alors, j'étais vraiment pas intéressé dans ce stade-là. Là, j'ai dit non, pas. Ben, ça t'honore, dans le fond, d'avoir choisi en fonction de ce que tu voulais vraiment pour ta famille, pour toi.
Ah oui, c'était qu'est-ce que je voulais faire, puis j'ai zéro regret, aucunement. Là. J'ai fait ce que je devais faire, puis il n'y avait pas de problème, puis ça me dérange pas. Parce que c'est ça, c'est quelque chose qu'on trouve super intéressant. On se dit toujours, c'est un beau métier, j'aimerais ça faire ça, mais au niveau des conditions, c'est pas toujours évident. Hein. Ah non, tu peux être sur la route. Si tu arrives une équipe à la Ligue nationale à temps plein, tu peux être sur la route 23-24 jours par mois. C'est pas une super condition quand t'as une famille. Là, C'est ça. Puis quand tu arrives à la maison, tu peux être à la maison mardi, mercredi, peut-être. Lundi, mardi, mercredi, peut-être. Des choses comme ça. Tu n'es pas à la maison vendredi, samedi, dimanche, ça, c'est certain. Là, c'est ça. Pendant que les enfants sont à l'école, tu es à la maison. Pas payant. Là. C'est ça. Peut-être tu as les étés, mais même ça, c'est rendu que avec tout ce qu'on demande aux jeunes athlètes, aux jeunes hockeyeurs, de toujours être en train de faire des camps de perfectionnement, des camps de ci, des camps de ça, des testings à n'en plus finir. Pratiquement occupé aussi en été maintenant. Oui, avec le Linka Gretzky, c'est un mois après le repêchage que les 17 ans, 18 de la prochaine QV retombent en action. Là. Fait que la saison du karting recommence de bonne heure. Oui. C'est vraiment... C'est ça, qu'est-ce que c'est, là, on doit l'accepter, mais je suis pas friand de ça. Je pense que ça serait intéressant d'avoir 2 mois, surtout pour physiquement pour les jeunes, mais tout est devenu tellement spécialisé qu'ils ont besoin le plus de data possible pour faire une bonne évaluation du joueur, puis ils veulent connaître tous les détails de tout, puis c'est ça qui est ça. Quelqu'un qui a l'œil aiguisé, comme toi, qu'est-ce qui fait que les gens se sont rendus compte que tu sortais des informations pertinentes? Je sais pas si tu comprends, tu sais, parce que toi, tu peux envoyer tes mémos, mais s'il y a rien, quand est-ce qu'eux, ils font comme « Ah oui, OK, il y a quelque chose. » C'est quoi le genre d'information que tu sortais et qui allumait des lumières là, dans l'esprit des gens? Ben, souvent, c'est lorsque, dans mon cas, c'est lorsque tu commençais à avoir raison, lorsqu'il s'est aperçu plus tard que Rick a dit ça, puis il a eu raison en fin de compte, puis il commence à avoir plus confiance en toi. J'aime, lorsque je fais une évaluation, d'aller dans tu vas avoir des détails réguliers, comment est-ce qu'il patine, comment est-ce qu'il tire, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il n'est pas gros, physique, non. C'est des choses qu'on voit. Moi, j'ai toujours pensé qu'une qualité vraiment, vraiment importante dans l'analyse d'un recruteur ou d'un DG, est-ce qu'il est capable de contextualiser qu'est-ce qu'il voit? Alors, joueur de ailier gauche, compte pas vraiment beaucoup de buts dans une équipe, mais là, tu commences à voir le contexte. Mais c'est une équipe qui se bat pour le championnat. Ils ont 2 ailiers gauche d'expérience déjà. Ils mettent sa 3e ligne. Tandis que l'autre, qui a beaucoup plus de points, il n'est pas aussi bon, mais il joue constamment parce qu'il n'y a rien d'autre dans l'équipe, puis il met à sa première ligne, puis il y a un excellent joueur de centre, puis il ride sur ça. C'est le type de choses que j'essaie de voir. C'est quoi le contexte de ce que je vois? Est-ce qu'il joue dans une bonne ligue, une moins bonne ligue, une bonne équipe, une moins bonne équipe? Est-ce que son entraîneur joue un style défensif? Est-ce qu'il permet plus d'attaque? Alors, j'aime toujours contextualiser ce que je vois. Comme ça, je peux prendre ces informations-là puis le mettre, OK, dans un autre contexte, c'est quoi qui arriverait? Et c'est un peu la façon que j'aime voir les choses. Alors, j'essaie de penser à toutes les situations possibles lorsque je vois un jeune joueur en action, voir est-ce qu'il serait capable de son jeu offensif ou son jeu physique, est-ce que c'est parce que à 16 ans, il est déjà 6 pieds 3, puis ou c'est parce que vraiment il est fort. Toutes sortes de choses. Tu essaies de voir tout de bord, tout côté et faire une analyse de ce côté-là. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, au niveau du contexte, moi, proche de moi, j'en ai déjà parlé un peu avec JB, proche de moi, j'ai un jeune joueur de hockey dans ma famille, en fait, qui est vraiment bon. En ce moment, il joue au niveau scolaire au Québec. On sait qu'au Québec, le scolaire n'est pas comme, mettons, aux États-Unis, là. Mais quand même, puis il joue dans le plus haut niveau du scolaire, le D1 juvénile, qui va jusqu'à 18 ans, puis il a 14 ans. T'sais. Fait il est vraiment bon. Puis je trouve ça le fun parce que le contexte, moi, je regardais une partie, il y a pas long, puis je me disais, Colin, il y a moins la rondelle qu'avant. Mais là, un moment donné, je me suis analysé, puis je me suis dit dans quel genre d'équipe il joue. Fait que je me suis mis à regarder tous les autres joueurs. Puis là, je voyais que les sorties défensives étaient vraiment difficiles. Fait que je suis dit, il peut pas avoir la rondelle, sa sortie défensive est difficile. Il est avant, puis il part en vitesse. Il envoie jamais, il arrête à la ligne bleue, il est arrêté à la ligne bleue. Le joueur a juste à se coller dessus. C'est fini. Je veux dire, il n'y aura pas de chance. Là. Le joueur est collé dessus. Ils font qu'il patine déjà, il est déjà arrêté. Fait que, il l'a jamais en vitesse. Fait que, là, je me suis mis analysé, puis là aussi tout le contexte, puis là, l'équipe qui est peut-être moins bonne, il joue pas tout nécessairement sa première ligne tout le temps, parce que justement, il a 14 ans, c'est le plus jeune de toute la ligue. Fait, exactement. Fait que, je trouve ça intéressant de dire ça, parce que des fois, on se demande, est-ce que les gens analysent ça? On se le demande. Surtout nous, avec
avec notre jeune, on l'a vu performer dans plusieurs endroits, on l'a vu performer beaucoup. Parce que, mettons, juste pour donner un exemple, quand il était jeune, il a fait son année Pee-Wee, il n'avait pas fait le 3A parce qu'il avait donné une certaine raison. Là, on descend dans le 2B, puis il a fait 135 points en 32 matchs. Je veux dire, ça n'avait pas de sens. C'est ça. Mais c'est toute une question de contexte, en tout cas. Mais je trouve ça vraiment intéressant de savoir que c'est analysé comme ça, puis que toi, tu analyses comme ça par... Oui, sur la glace, qu'est-ce qu'il fait, mais autour de lui, qu'est-ce qui se passe? Autour de... Puis le jeune, il fait quoi? Puis il est comment? Puis tu sais, aussi que sa personnalité, c'est-tu un leader? C'est quelqu'un qui... Très important. Très important. Je sais que des dépisteurs, j'avais entendu l'histoire où est-ce qu'ils se tenaient au Tim Hortons du coin, quand c'est tout dans un petit village, quand c'est une petite ville. Il sait que les jeunes vont se tenir là, mais il allait tous les fois qu'il emmenait en ville, il allait voir le Tim Hortons, il appelait à connaître le staff, puis il demandait comment est-ce qu'il comporte ce jeune-là quand il est ici? Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il fait le cœur? Est-ce qu'il est comme ci, comme ça? Tu peux demander des questions tout partout. Alors, on est toujours à la recherche d'informations sur le joueur. Il n'y en a jamais assez. C'est clair. Mais ça, c'est intéressant, là. Tu sais, aller au Tim Hortons pour demander. Allez, une crème de sucre. Je pensais à ça, il y a un petit gars au bout. Il y a tous les trucs sont bons pour avoir de l'information, croyez-moi. Ouais, les trucs du métier. C'est ce que les gens ne savent pas. 2 laits, 2 sucres, c'est le secret. Non, mais. Je dis ça, mais je prends même pas de sucre dans mon café, que je donne des mauvaises informations. Ben ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser ton commentaire, Pascal. Tu sais, souvent, au repêchage de la Ligue nationale, on fait comme, hey, le joueur de la LHJMQ, il a 45 points, puis ils vont aller chercher un gars en Europe qui a 2 buts, 6 passes dans toute sa saison, mais qui jouait contre des adultes. Là, tu fais comme, ben voyons, tu sais. Ouais, le contexte. C'est un exercice très difficile à faire. Je veux dire, tu dois comparer des différentes ligues, différents styles. Comment est-ce que tu compares un défenseur à un attaquant? C'est pour ça que les réunions de dépisteurs, puis on voit ça de plus en plus sur YouTube, c'est fun à voir là, des clips de la rencontre, puis ça devient corsé des fois. Puis des fois, le ton lève un peu entre dépisteurs de la même organisation. C'est très, très difficile à trouver la différence entre un défenseur, un attaquant en 4e ronde. Comment est-ce que je peux comparer un gars qui joue dans la USHL, comparer avec un autre qui joue en Suède? Puis tu dois tout essayer de décortiquer ça. Puis c'est très, très difficile. Oui. Puis on voit qu'il y a de l'intérêt, particulièrement sur le repêchage dernièrement. Le Canadien, pendant des années, où on nous disait c'est impossible de faire une reconstruction. Là, on en a une, puis tu vois des podcasts qui popent de partout, des émissions centrées sur le repêchage, qui font des codes d'écoute, puis qui a de l'intérêt. Fait que les partisans étaient prêts à faire ça. Tu me disais que tu avais déjà participé à des émissions de repêchage sur les ondes de radio. Oui. Avec Mathias Brunet, je pense que tu me disais, hein? Oui, il y avait une année que Mathias, j'ai passé 1 heure je pense que c'était au 98,5. Une année, j'ai passé 1 heure avec Mathias Brunet et Simon Boisvert. On parlait du repêchage. C'était super fun. On a vraiment, vraiment aimé ça. L'année d'après, Jérémy Rainville m'avait invité. Lui, il animait la soirée du repêchage. Alors, j'étais là. Puis, pendant les pauses commerciales, Martin McGuire était, je pense que c'était à Nashville cette année-là. Il était sur place, alors j'essayais d'y donner des informations pendant les commerciaux pour lui donner des idées de qui aller voir et quelles questions poser. Encore là, c'était une très belle expérience. J'ai jamais pensé que j'aurais fait quelque chose comme ça dans ma vie. Là. Puis j'avais reçu des fois, j'ai fait des petits clips à la télévision CTV avec Brian Wild, puis j'ai fait un peu de radio à Nashville une année une année de repêchage. Puis j'ai vraiment, vraiment été choyé de ce côté-là. C'est cool. J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est très cool. Quand tu évalues un joueur, défenseur, attaquant, c'est quoi la qualité première pour toi? C'est quoi la qualité la plus déterminante pour qu'un gars soit en mesure de se frayer un chemin jusqu'au plus hauts échelons? C'est vraiment un tout de trouver une qualité. C'est un peu difficile parce que au fait, ça se résume en efficacité. Si t'es pas un super patineur, mais tu as un excellent sens d'anticipation, tu es vraiment efficace dans ton jeu. Tu arrives à te démarquer, tu arrives à créer des jeux. Une qualité aussi que j'aime, c'est dans le hockey d'aujourd'hui, les jeunes sont tellement drillés par des entraînements très spécialisés, très complexes. Le jeu de positionnement n'a jamais été si bon. Il y a vraiment peu d'erreurs. Alors, le joueur qui est capable de créer des erreurs chez son adversaire, je pense que beaucoup de buts arrivent lorsque ton adversaire fait une erreur. C'est là où est-ce que tes opportunités arrivent. Alors, le joueur qui est capable de faire ça
Demidov, comme Montréal ont choisi, est un maître à faire ça. Là. C'est inattendu, c'est contrôler son jeu. J'aime beaucoup la capacité de... on parle de vitesse, mais j'aime beaucoup la capacité de changer de vitesse, de ralentir puis de reprendre en même temps, des fois dans le même élan. J'aime beaucoup ça parce que des fois, on entend un peu moins, mais au début, lorsque je commençais, j'entends beaucoup de dépisteurs dire c'est un bon patineur après ses premières 3 ou 4 enjambées. Je me disais toujours, mais ça vaut pas grand-chose, ça, parce que après 3 ou 4 enjambées, tu n'as plus la rondelle. Regarde la Ligue nationale, tu gardes la rondelle 2-3 secondes, 2 secondes à la fois, peut-être. Me dire qu'après 3 ou 4 enjambées, tu prends assez de vitesse, tu t'en serviras jamais. Alors, ta capacité de lire le jeu, de prendre la bonne décision très rapidement, trouver l'homme ouvert. Sans la rondelle aussi, es-tu capable de couper les angles de passe? Ça, c'est très important. Sais-tu comment garder ton adversaire sur l'extérieur du centre de la glace? Parce que t'aimes mieux, évidemment, garder ça loin du devant du filet. C'est le type de choses, l'utilisation du bâton, des fois, des gens disent qu'il est bon avec le bâton, ça veut dire juste qu'il swing le bâton à gauche et à droite, mais il n'y a pas vraiment un bon sens de où placer son bâton pour bien couper l'angle de la glace. Est-ce qu'il est capable de s'approcher de l'adversaire dans un bon angle, puis vraiment limiter les options de l'adversaire? Toutes sortes de choses comme ça que tu regardes, des petits détails, mais de trouver une qualité que tu cherches, c'est un peu difficile. C'est vraiment un tout. Comment est-ce que tout ça ensemble, ça fait? Qu'est-ce que ça crée pour le joueur? Moi qui pensais là, que tu allais me donner la recette secrète. Ça, tu checkes ça, là? Bullseye à tous les fois. J'aurais eu 32 offres de la Ligue nationale avec un beau gros salaire si j'avais la solution bilan. Au fait, une chose que je dis toujours à des gens, puis c'est un exemple que j'utilise régulièrement lorsque je parle à mes amis. L'idée de savoir, des fois on va dire tu choisis le joueur de talent, puis je me dis toujours, est-ce que vous êtes capable de définir le talent? C'est difficile parce que si on met 10 bonnes têtes de hockey, là, des personnes qui sont vraiment intelligents, qui connaissent ça, qui ont du succès. Pas nous autres, mettons, là. Pas moi puis Pascal. Nous autres, mettons. Nous autres, puis un autre 7-8 gars, là, comme nous autres, OK? Ouais, c'est bon. On nous met sur une table, puis sur un mur, on va mettre 10 qualités qu'un bon joueur doit avoir pour être considéré un bon joueur. Puis on va être mêlé en ordre. On a 10 listes différentes, la vérité, c'est ça. On voit des choses, on priorise des choses. On est tous d'accord qu'il faut être un bon patineur, on va avoir un bon lancer, il faut être fort physiquement, il faut avoir une belle vision du jeu, mais à quel ordre qu'on met ça en importance? C'est drôle que tu dis ça parce que souvent, quand on entend parler de repêchage de joueurs qui, tu sais, pour se développer, on va souvent évoquer le fait qu'il faut que tu aies une qualité dominante, au moins une. Si tu en as plus, tu sais, que tu es élite, tu es capable de te rendre. Tu sais, plus facilement. On s'entend si tu en as 3, si tu en as 4, tu es élite dans la Ligue nationale. Mais si tu as au moins une qualité dominante, tu es normalement en mesure de te frayer un chemin, plus qu'un gars qui est un jack of all trades, là, qui est capable d'un peu tout faire, mais qui n'est pas excellent dans rien. Fait que c'était un peu dans cette direction-là, ma première question sur l'aspect, l'élément. Mais là, tu me dis que ça peut être n'importe quoi, dans le fond, tant que tu as vraiment un truc qui te démarque. Oui et non, c'est parce qu'il y a une différence entre les 15-20 premiers joueurs dans chaque repêchage. Souvent, ces gars-là ont beaucoup de qualités qui sortent. Et alors, il y a peut-être une qualité qui sort un peu plus, mais ils sont capables de faire beaucoup de choses, mais ils sont capables de les faire bien, vraiment efficacement. Là, top. C'est plus loin dans le repêchage parce que tu peux dire, oui, t'es mieux d'avoir une qualité qui sort. Ça, c'est un quote que j'avais vraiment trouvé intéressant par Glenn Sader. Dans le temps, il avait dit, dans mes joueurs de soutien, t'es mieux d'avoir une qualité qui sort. Parce que si t'es bon, pas mal bon dans tout, mais pas vraiment excellent, tu joueras jamais parce que j'ai besoin d'un bon gars dans le mise en jeu. T'es bon, mais il y en a un qui est vraiment meilleur que toi. J'ai besoin d'un gars physique. T'es pas mal physique, mais il y en a un qui est meilleur que toi. Alors, t'as pas vraiment un rôle. Pour un joueur de soutien, oui, tu peux avoir une qualité qui sort. Excellent jeu défensif. Excellent dans les mises en jeu. Très physique. Très rapide. Oui. C'est juste que pour les gars de première trio, les six premiers attaquants, souvent, ils ont des qualités qui sortent. Maniement de rondelle. C'est ce qui fait qu'ils sont élites. Je veux pas. C'est ça. Puis t'as les 7-8 meilleurs joueurs de la Ligue, c'est extraordinaire. Et puis ça, il n'y en a pas beaucoup. Mais puis c'est intéressant. Puis moi, ça me fait penser aussi parce que moi, dans la vie, je l'avais déjà nommé, mais je suis aussi lutteur professionnel. Oh, puis nice.
Ouais, puis quand on fait de la lutte. Je regarde beaucoup la lutte aussi, alors j'ai un Ah ouais? historique. Alors, c'est bon. C'est ça, je suis On va faire le deuxième professionnel. podcast. Puis nous, il y a quelque chose qui, tu sais, il y a des trucs qui se ressemblent un petit peu. Fait que, tu sais, pour devenir un vrai bon lutteur, qu'est-ce qu'il faut? Tu sais, des fois, il y a plusieurs capacités, mais il y a aussi, moi, ce qu'on regarde beaucoup, puis ce qui est pas explicable. Tu sais, il y a des gens qui ont un aura, qui ont quelque chose autour d'eux, qui est tellement puissant que tu comprends pas. Tu sais, c'est juste, ça s'explique pas. Mais aussitôt qu'il est quelque part ou sur la glace, où tu le vois. Il est là. Mais tu comprends pas pourquoi. C'est pas. Tu dis, tu sais, des fois, tu te dis, c'est parce qu'il patine vite. Des fois, c'est un mélange de tout ça, mais tu fais juste le voir. Il est juste là. Il dégage quelque chose de comme un peu plus grand que nature. Ouais. C'est vraiment. Ça, des fois, c'est un bon Suzuki, indice. pour moi, c'est Suzuki qui me rappelle un peu ça. Parce que, honnêtement, tu regardes les Suzuki, est-ce qu'il y a un lancer incroyable? Il y a un bon lancer. Est-ce qu'il y a une vision extraordinaire? Non, il voit bien le jeu, par exemple. C'est pas le plus rapide. Il patine bien. Il est pas très gros non plus. Intéressant aussi, pour une équipe qui est constamment blessée, Suzuki n'est jamais. Ouais. Il joue le plus de minutes. Il est pas très gros, il est pas très fort, il est pas très physique, mais il est jamais blessé. Parce qu'il voit tout arriver alentour de lui rapidement. Il est toujours à la bonne position. C'est pourquoi, comment, et c'est élite. Ben, pas élite, là, je dirais, mais il y a les qualités qu'il faut pour exceller puis bien utiliser ses outils. Puis les gens qui ont un aura comme ça autour d'eux, souvent, c'est des gens qui se retrouvent automatiquement assez respectés quand même. Mm-hmm. Même si des fois, tu sais, les autres joueurs les respectent. Puis Suzuki, je sais pas si, quand on regarde ça, il n'y a jamais eu tant de coups salauds. Quand on regarde ça. Tu sais, ça montre un peu que les gens, ils doivent avoir un respect envers lui. Tu sais, quand il arrive, tu sens cette aura-là est là, fait que tu fais comment, je sais pas, lui, on dirait que j'ai pas le goût de le rentrer dans le dos. Tu sais. C'est comme. Peut-être, mais aussi, il est toujours ouvert, il est toujours à la bonne place, il n'y a jamais personne alentour de lui, il n'y a jamais quelqu'un qui arrive à s'approcher, il bouge la rondelle assez rapidement que c'est comme un peu dans le temps, ben, je sais que c'était pas la même affaire, là, mais Wayne Gretzky n'était pas le plus gros, le plus rapide, mais il pouvait tellement toucher là, parce que la rondelle était toujours partie très rapidement lorsqu'il arrivait, mais Suzuki, évidemment, c'est pas le même niveau, mais Non. c'est un peu la même idée il trouve les ouvertures, il sait exactement où est-ce que la rondelle va aller, il sait exactement où il doit aller, il la retient juste assez de temps, puis il la distribue assez rapidement pour que l'adversaire ne peut pas lui donner un coup. Puis en même temps, non seulement ça, je remarque, après qu'elle fait la passe, il ne garde jamais sa passe. Il la passe à quelqu'un, puis il regarde alentour de lui, voir où est-ce qu'il doit aller maintenant. C'est le prochain coup le prochain jeu qui est important dès que c'est fait. C'est un gars qui pense le jeu vraiment, vraiment bien. Mm-hmm. Laura, Pascal, tu me fais penser à... Il y a une anecdote de Sean Avery qui est assez connue, qu'il raconte qu'un moment donné, il jouait un match contre l'Avalanche Colorado, tu sais, Joe Sakic qui est le capitaine à ce moment-là, puis il est au banc, puis il est en train de crier, tu sais, après, comme il fait tout le temps, tu sais, comme il aboie, là, il jappe après tout le monde, puis à un moment donné, c'est « Hey, Sakic! » Brett Hall qui est sur le banc avec lui, te le grabe, tu sais, te l'accroche par le collet, te le ramène sur le siège. Non, c'est Monsieur Sakic. C'est ce genre d'aura-là, tu sais, qui est une anecdote qui est savoureuse, là. Il y a des joueurs de même, tu te dis ça, il a fait des affaires que toi, tu feras jamais. Respect, jeune homme. Ouais. Ben, faut qu'il y ait ce code-là, quelque part. Sinon, ça dégénérerait, ça n'aurait pas de sens, là. Ouais. Fait que avec ce code-là, au moins, ça donne du respect. Ça fait que c'est Monsieur Sakic. Monsieur Sakic. Oui. Monsieur Springhetti. Prochaine question. Là, donne-toi de l'amour, puis après ça, tu vas peut-être te flageoler un petit peu plus, mais tes meilleurs coups, c'est les trucs, hey, lui, les gens l'avaient pas vu, ou te poussé fort pour un gars, puis finalement, ça a payé. Ben, pour ceux qui suivent sur Twitter vont souvent connaître la réponse, parce que je l'avais déjà mentionné. Là, c'était David Savard qui était comme le premier bon coup que j'ai fait. Je le voyais à Moncton comme jeune joueur, un rôle un peu plus effacé. Chez le Kings, on l'avait pas mis dans le 120 meilleurs. Je pense qu'il était bien pas, dans les premiers classements, il était bien pas un choix honorable, là, un mention honorable. Et j'avais vraiment, vraiment poussé fort pour le mettre dans le top 60. Ils ont pris mes suggestions. J'avais remarqué un défenseur fiable qui jouait souvent avec des défenseurs offensifs, mais qui étaient à haut risque. Et c'est une équipe qui a commencé à aller pour le championnat, puis je pense qu'il avait gagné l'année d'après la Coupe Mémoriale. Mais il prenait un rôle très effacé, mais chaque fois qu'il était sur la glace, il n'y avait pas aucun danger pour l'adversaire contre un but.
il était toujours à la bonne place. Et j'avais poussé, puis on l'avait mis, je pense, 59 de mémoire, suite à mes suggestions. L'année d'après, il a été choisi, je pense, en 4e ou 5e ronde par Columbus. Uh-huh. Et l'année d'après, il a gagné meilleur défenseur de la Ligue canadienne. Et ensuite, ça lui a pris quelques années là, dans la Ligue américaine, mais il est devenu un bon défenseur utile. Puis il y avait aussi Thomas Tatar, que je pense que j'avais 16e, son année de repêchage, puis a été choisi, je pense, en fin de 2e ronde. Ça, c'est les deux noms qui sortent le plus. Puis le nom récent, par ailleurs, en 2022, c'est Victor Mancini, que je voyais classé haut. Il a été choisi en 6e ronde, je pense, par les Rangers en 2022, comme un overage. Ouais. Et il paraît qu'il a fait très, très bien au camp des Rangers. Et ils l'ont à l'œil. C'est un gars que 6 pieds 5, 225 livres, un défenseur droitier, très bonne qualité athlétique, puis j'espère le voir dans la Ligue nationale bientôt, pouvoir me donner un tape sur le dos. des petites doses d'amour de même. Ah ouais. Puis là, ben, bien sûr, l'inverse s'en vient. Là. Je m'excuse, mais y a-tu des fois tu sais, que t'avais, c'est ça, quelqu'un t'étais amouraché ou que t'aimais vraiment beaucoup, puis finalement, c'était pas ça? Oh boy. Puis je vais te rajouter un point à cette question-là. Pourquoi? C'est quoi l'élément que t'aimais puis que finalement... Normalement, c'est Rick qui dit les pourquoi. Oui, mais là, c'est moi qui demande pourquoi. Oh boy. Je dirais plus un joueur que... deux joueurs que je voyais pas super haut que les autres. Je les avais plus bas, puis en fin de compte, ils ont connu des bonnes carrières. Là. Je voyais pas un gros potentiel avancé du tout pour Philip Forsberg. Je me disais, c'est un gars de deuxième trio peut-être. Je vois 100 buts plus tard, je pense que j'ai pas eu raison. Peut-être 200 buts, quelque chose comme ça, mais c'est tout un compteur. Là, puis je me suis totalement trompé sur Philip Forsberg. C'est la moustache. Depuis qu'il se fait pousser la moustache, c'est un autre homme. Écoute, il est constant, peu importe avec qui joue, c'est une production totale, régulière. L'entraîneur le met sur la glace, il se pose pas de questions, je lui donne une tonne de crédit, je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai mentionné plus tard, je voyais Nick Suzuki comme un sorte de Charles Ludon amélioré. Il n'y avait pas de qualité qui sortait, il était pas super rapide. Il était intelligent, mais c'était pas assez pour moi. Puis ça aussi, je me suis trompé comme il faut. Ça, c'est deux noms qui sortent. Je voyais Adam Larson peut-être avoir plus de points dans la Ligue nationale. J'avais dit que ça pourrait être un top 2. C'était devenu plus un gars défensif. J'ai jamais compris la longueur de son bâton, de sa palette par ailleurs. Il joue toujours avec une petite palette, puis j'ai jamais compris pourquoi. Ça a l'air que ça a fonctionné parce qu'il a quand même resté longtemps, mais il n'est pas devenu vraiment un producteur offensif. Ouais. OK. Mais c'est pas des gros fails, là. C'est pas des... pas rien pour aller s'acheter une corde au Rona, là. Non, pas à ce point-là. Là, c'est les noms qui sortent. Là, je suis sûr qu'il y en a d'autres, là, parce que je me suis trompé régulièrement. Oui, c'est correct. C'est les noms qui sortent. Ça, c'est l'affaire. Oui, vas-y. Le Suzuki, c'est pas un Charles Ludon amélioré. Le Suzuki, c'est un Charles Ludon qui a amené dans le laboratoire et qui ont construit au complet. Charles Ludon est un bon joueur aussi, mais il n'a jamais été capable d'avoir comme on dit, sa deuxième vitesse, sa deuxième gear. Cette valeur, j'aurais aimé qu'il ait beaucoup plus de succès, mais bon, c'est un bon joueur quand même, mais malheureusement pas pour la Ligue nationale. Mm-hmm. J'allais dire, ça c'est un point que Simon Boisvert, j'avais un blanc sur le nom de famille, que Simon Boisvert sur l'émission Processus amène régulièrement, c'est que quand on est un dépisteur comme toi tu fais sur les internets, dans des magazines, des choses comme ça, tu sors une liste complète avec l'ordre de tous les joueurs. Fait que toi, là, ton rang 4, ton rang 62, les gens le savent. Puis ça se peut que tu sois trompé. Tandis que les équipes de la Ligue nationale, ils donnent régulièrement cet exemple-là. L'année qu'ils ont repêché Cale Makar au 4e rang, l'Avalanche, là, c'était qui? Est-ce que c'était Cale Makar, leur choix numéro 1? Est-ce qu'il était numéro 4? Est-ce qu'il était, tu sais, si tu avais Nolan Patrick numéro 1 sur ta liste, ben, t'as pas fait une bonne job, là, parce que Nolan Patrick, c'était pas ça, finalement, là. Fait que, tu sais, ces éléments-là de liste, fait que
moi, je salue le courage de gens comme toi, comme de publier des listes complètes parce que c'est facile de prendre l'élément, tu sais, le nom qui n'a pas fonctionné, le joueur qui n'a pas fonctionné, faire « Hey, lui, tu l'avais pas! » C'est facile pour les gens de revenir par en arrière puis une couple d'années après, tandis que les équipes de la Ligue nationale, on a juste la sélection qu'ils ont faite. Quand Évidemment. Ils l'ont raté, on le sait, mais quand ils ont réussi, on le sait pas si c'est effectivement le meilleur joueur si c'est le joueur-là qui avait classé le meilleur dans leur liste. Oui. Ça se peut que s'il avait été 3 rangs avant, il serait trompé. Là. 100%. Puis c'est vraiment un bon point. Puis j'y rajouterais aussi une autre chose. Pour beaucoup d'amateurs, je pense que des fois, ils ont tendance à voir qu'est-ce qui est arrivé récemment, puis faire le jugement d'un joueur au complet. On va dire que Galchenyuk a été un terrible joueur au repêchage, mais il nous a donné 3 saisons de 20 buts avant d'arriver là. Il y a d'autres choses qui sont arrivées plus tard, mais tu peux pas blâmer le dépisteur pour quelque chose qui est arrivé aux joueurs à 25, 26 ans, des mauvaises habitudes de vie. C'est un peu injuste. C'est arrivé même à la limite, encore là, on dit le contexte. La Ligue qui ont choisi Kovalenko, on va dire que c'est un terrible choix. Puis ça a été considérant tout le reste des joueurs qui ont été choisis. Mais encore, Kovalenko a connu, je pense, une saison de 30 buts. Il a connu quelques bonnes saisons à Montréal. C'est parce qu'à l'entour de lui, il y avait tellement de bons joueurs. Puis malheureusement, lui, c'était pas le bon choix de ce côté-là, j'en conviens. Là. Puis encore là, lorsqu'on a fait le choix, faut que les gens aient son rapport de dépisteur. Écoute, c'est un gars de 220 livres, solide. Personne n'est capable de le toucher. Il a des excellentes mains, un excellent lancer. Il n'a pas été capable de tout mettre ça ensemble, mais lorsque tu choisis un joueur à 17 ans, tu n'as pas le produit final. Tu sais, le joueur à 17-18 ans, il faut que le joueur développe beaucoup entre le temps que tu choisis et le temps qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Et qu'est-ce qui arrive en ce temps-là? C'est pas toi qui le contrôle. C'est ça l'affaire qui arrive aussi. Mm-hmm. Puis les règles sont différentes d'une ligue à l'autre. Tu as 4 ans pour les joueurs issus des universités puis des collèges américains, puis 2 pour le circuit canadien. Fait que si tu as une chance à prendre, tu vas prendre celui qui a le plus de temps pour... Fait que oui. D'ailleurs, ça m'amène... Il y a une grosse... je sais pas si c'est signé, c'est officialisé, mais le fait que la NCAA va ouvrir ses portes aux joueurs de la Ligue canadienne, parce qu'auparavant, ils considéraient que les joueurs de la Ligue canadienne, comme il y avait un per diem, pour pouvoir vivre, c'était considéré comme un salaire, donc il était professionnel. Cette règle-là va tomber et ça pourrait faire en sorte qu'il y ait des joueurs de la Ligue canadienne qui passent 1 saison, 2 dans le junior canadien, transfert de l'autre bord et vice-versa. Pour toi, si ça se concrétise, ça va être quel impact que ça va avoir sur le dépistage, sur le repêchage, sur même les règlements de la Ligue nationale? Parce que là, les gars sont-ils considérés les NCAA ou LCH au niveau du repêchage pour le nombre d'années d'éligibilité? Ça va brouiller les cartes beaucoup, là. C'est une très bonne question. J'ai ma première impression, c'est que je ne crois pas que le changement va être si énorme que ça. Parce que tu vas les choisir à 18 ans, tes joueurs. Ça ne changera pas, par ailleurs. J'entends des gens dire le repêchage devrait être à 19 ans. Ça ne change rien. Ça ne changera pas parce que légalement, Ken Lindemann a failli les emmener en cours il y a des années pour faire changer ça. Et ils ont gagné sa cause en cours, alors tu peux pas faire ça. Non, puis les équipes se trompaient pareil. Il n'y avait pas le taux d'erreur tel même. Fait que... Ben oui, exactement. C'est un peu la même affaire. Donc, tu es choisi à 18 ans. Si le joueur décide de quitter la Ligue canadienne de hockey pour aller jouer ailleurs, il aura déjà été déjà été repêché 1 ou 2 ans. Si tu crois au joueur qui s'en va de la Ligue canadienne à la NCAA, c'est un autre développement. Alors, moi, je m'en ferais pas beaucoup. Il continue son développement, il va jouer contre des hommes, c'est une autre chose. Au fait, ça pourrait peut-être même un avantage parce que tu regardes comme Carter Yakinchuk avec Ottawa, il connaît un excellent camp. Le problème, c'est qu'avec sa grandeur et la façon qu'il joue et ses risques qu'il prend, de retourner dans la Ligue canadienne de hockey, ça va peut-être nuire à son développement. Parce qu'il ne va pas arrêter de prendre des risques parce qu'il est tellement gros, il est tellement fort qu'il est capable de compenser pour ses erreurs. Mm-hmm. Dans son cas, ça serait mieux qu'il joue contre des hommes qui peuvent... Puis dans la Ligue américaine, tu sais, pour avoir un bon niveau, mais il ne peut pas. Ouais. Il ne peut pas. Alors, sur certains cas, ça pourrait même être un avantage de dire, tu as fait quelques années dans la Ligue canadienne de hockey, va donc jouer au collège américain. Tu vas jouer contre des hommes, tu vas jouer un autre style de jeu, tu vas faire face à d'autres défis. Ça pourrait être une bonne chose. Ça va faire mal, j'ai l'impression. C'est parce que les équipes de la Ligue canadienne de hockey
ont beaucoup de misère à faire leurs frais. Et s'ils commencent à perdre leur vedette, parce qu'il ne faut pas se compter des blagues, là. Si une équipe du collège américain contacte un joueur, c'est parce que c'est un bon joueur qu'ils veulent avoir, là. Il y a des chances. Ça va être un bon joueur. Il y a des équipes de petits marchés qui vont trouver ça dur de perdre des bons jeunes joueurs. Et ça va être un gros problème. Il va falloir vraiment que si la Ligue nationale de hockey veut que la Ligue junior majeure du Canada continue, je m'excuse, va falloir peut-être qu'ils trouvent une façon de mieux supporter ces ligues-là. Des fois, il y a un montant qui est échangé si un joueur est choisi en première ronde et des choses comme ça pour compenser. Va peut-être falloir augmenter ça pour leur donner une chance, parce que sinon, ça va être très difficile pour beaucoup de marchés à tous les années. Il y a des équipes qui sont à veille de fermer, puis ils arrivent à faire leurs frais, mais il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font vraiment des profits, là. Il y a les London Knights et Québec, puis à part ça, je suis pas certain si les autres font vraiment des profits. Ouais. Mais tu sais, je parlais aussi de l'élément du nombre d'années où est-ce que tu gardes le contrôle sur le joueur. Est-ce que ça, tu penses que ça va venir affecter, vu que les gars peuvent changer de ligue? Très bonne question. J'ai vraiment pas la réponse. Ben, ça va être obligé de négocier, je pense. C'est ça le problème aussi. Ça va être obligé de négocier dans la convention collective. Comment est-ce que tu vas faire ça? Je suis pas certain. Ça va être une nouvelle réalité que la Ligue nationale de hockey va devoir faire face. C'est quoi la solution? Ça, j'ai vraiment aucune idée de ce qu'ils vont faire, mais c'est un bon point que j'avais même pas pensé, le 2 contre 4 ans. Je sais pas comment ça va être. Parce que si t'es, je vais dire n'importe quoi, une équipe de la Ligue nationale, tu le sais, mettons, tu vas avoir choix de top 5, je sais pas, j'invente de quoi là. Mettons, tu sais exactement quel joueur tu veux, tu pourrais dire aux gars, nous autres, on pense te repêcher, mais on pense que ce serait mieux pour toi d'aller dans la NCAA, question de pouvoir protéger tes droits plus longtemps, des choses comme ça. Tu sais, il y aurait peut-être une disparité vu que là, les gars peuvent transférer. Là, on est dans le très, très hypothétique, là. Mais Encore, faut penser que ça va plus affecter des joueurs plus loin dans le repêchage. Je pense que dans les premières rondes, peut-être la première ronde généralement, c'est des joueurs que tu espères avoir dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine dans 2 ans max, de toute façon. Mm-hmm. Et c'est dur à dire, je vais choisir un joueur 12e, puis j'espère que tu vas faire 3-4 ans du collège américain. Je vois pas ça, parce que de toute façon, dans 4 ans, le joueur va dire, je suis bien être agent libre comme Adam Fox ou quelque chose comme ça, puis je signe avec qui je veux, je suis pas obligé de rester avec toi. Seulement, tu veux pas attendre plus que 2 ans, là. Tu veux l'avoir, le joueur signé. Plus loin, c'est des risques de toute façon, là. C'est des 1 ou 2% de faire la ligue, même jouer 5 games. Alors, littéralement, si tu choisis un joueur en 6e ronde puis il a fait 4 games dans la Ligue nationale, c'est un bon choix. Statistiquement, là, c'est un bon choix. Oui. Mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que là, on parlait, tu sais, mettons, de les joueurs qu'on voit souvent qui veulent pas jouer avec l'équipe qui a été repêchée puis qui sont signés comme par notre équipe. C'est presque tout le temps des joueurs d'un collège américain, en fait. Fait que c'est vraiment, ça c'est un côté intéressant, parce que c'est vraiment ce que ça leur permet. Fait que, tu sais, ça peut avoir un double tranchant, mot t'as dit, là. Parce que là, on l'a vu souvent, c'est comme avec Rutger McGourty, avec Carter Gauthier, Adam Fox que tu as mentionné. Oui, on l'a vu souvent, là, ce genre de choses-là, avec des joueurs du collège américain. Oui, une fois que, tu sais, c'est comme n'importe quoi d'autre, une fois qu'une personne le fait, mais la brèche s'ouvre et les autres peuvent le faire aussi, là. C'est ça ce qui arrive souvent. Mais toi, tu trouves ça problématique que des jeunes comme ça décident de leur destinée? Parce que j'entends des gens, c'est plus âgés, tu sais, j'ai entendu, mettons, Gilbert Delorme à BPM Sport dire que c'était impensable, alors que pour moi, tu sais, je me dis, au hockey, tu te fais repêcher junior, tu te fais repêcher dans la Ligue nationale. Avant d'être agent libre et avoir le droit de décider c'est où tu travailles, c'est longtemps, là. Ça peut être vraiment long où est-ce que tu as zéro le contrôle de ta destinée. Moi, si j'avais le moindre levier que je pouvais utiliser pour choisir un endroit où est-ce que je pense que je vais être bien, je le ferais. Mais oui. Je le ferais sur le plan humain, là. Ben oui, puis c'est ça exactement, c'est ça l'affaire. On se rappelle de Jacob Trouba lorsqu'il voulait quitter Winnipeg. Ouais. Les gens l'ont crucifié un peu, puis il fallait comprendre, là, son épouse devenait médecin à New York, a commencé sa résidence là-bas, il voulait être avec elle, c'était son épouse. Il n'avait pas le choix, là, il devait aller à New York pour être avec elle. Le problème aussi qui arrive, par exemple, encore là, c'est que pour les équipes à petit marché qui ne peuvent pas vraiment attirer des vedettes, c'est le repêchage qui va te permettre de survivre. Si le joueur peut décider de ne pas rester dans un petit marché parce qu'il ne veut pas être dans un petit marché, comment est-ce que la Ligue peut continuer? Tu vas avoir une situation où est-ce que toutes les grosses villes vont avoir les meilleurs joueurs, puis les petites villes
ben, il va être obligé de se contenter avec ce qui reste. C'est des choix très difficiles. Puis je comprends encore le joueur. Lui, il a sa vie à vivre, puis il veut faire des choses. Il a le droit de vivre où est-ce qu'il veut vivre d'une manière. C'est le côté humain, je le comprends 100%. Oui. Oui, parce que c'est ça, les joueurs de hockey, ils n'ont pas de pouvoir. Souvent. Pendant 6-7 ans, je pense que tu n'as pas de pouvoir vraiment. Tu es pris dans une équipe. Puis encore là, si tu es pris dans une organisation même si tu as les meilleures intentions, tu veux rester dans cette ville, une petite ville, tu comprends, c'est correct. Mais l'organisation, c'est une organisation de broche à foin, puis ils ne traitent pas bien, puis tu es pogné là. Ben, je veux bien sacrifier, là, mais une carrière, c'est pas long. Une blessure peut arriver très rapidement. Uh-huh. Et même en termes d'argent, je veux dire, si une équipe est mal organisée, mal structurée, tu as des mauvais coéquipiers, tu comptes pas de points, tu n'as rien pour t'aider. Mm-hmm. À la fin de compte, c'est pas l'équipe qui va te donner de l'argent extra parce que tu es pogné dans la mauvaise organisation. Là. Ça te coûte de l'argent en fin de compte. Puis c'est important, tu veux faire ton argent le plus vite possible pendant que tu peux. On est tous normaux, on est tous humains. Mm-hmm. Ah, c'est clair. On a demandé à nos auditeurs s'il y avait des questions pour toi. Puis guess what? Il y en a. Oh boy, OK. Sébastien Cadieux qui demande, selon toi, quelle année a été la plus difficile à évaluer en termes d'espoir? Est-ce qu'il y a une cuvée qui était tough? Si on le sait, c'est pas toutes les cuvées qui sont égales. Il y en a qui ont plein de talent, il y en a qui n'en ont pas tant que ça. Est-ce que toi, tu as souvenir d'une cuvée qui était particulièrement difficile? On va éliminer les années COVID. Oui. Évidemment. Là, je pense qu'on peut mettre ça de côté, je pense, pour... 2011 a été pas mal intéressant dans la mesure que tu avais beaucoup de joueurs dans le top 10 qui étaient vraiment proches l'un de l'autre. Tu avais Couturier, tu avais Huberdeau, Landeskog, tu avais Nugent Hopkins. Il était Strome, puis tu en avais d'autres, là, tous les noms m'échappent. Mais entre 1 et 12, c'était particulièrement proche. Les détails étaient super importants, puis il y avait vraiment des qualités différentes. Et tu penses à Charles Couturier, qui a le gros joueur de centre offensif, qui est capable de jouer un bon two-way game. Tu avais Nugent Hopkins, qui dans le temps était beaucoup plus dynamique. Tu avais Landeskog, qui tout le monde vantait pour ses entrevues. Absolument incroyable. Un leader à l'âge de 18 ans, comme tu en vois rarement. Puis en tout cas d'autres joueurs, l'année d'Adam Larson aussi, qui est un bon défenseur. C'était pas facile de les mettre en ordre cette année-là. Parce qu'il y avait trop de talent de même niveau. Ouais. C'est pas parce qu'il y avait pas assez de talent. C'est intéressant, ça. Moi, je pensais que tu allais nous dire une année où est-ce que là, il n'y avait rien, je trouvais rien. Il n'y avait pas de joueurs qui me flashaient. Mais non, c'est le contraire. Il y avait trop de talent intéressant. Wow, OK. Ben, pas des talents générationnels, mais du bon talent que tu n'étais pas sûr de comment les mettre en ordre vraiment. Je veux dire, je pense que cette année-là, j'avais mis... Je pense que c'était Huberdeau que j'avais mis premier, puis Larson deuxième, de mémoire. OK. Oui. Couturier a été mon quatrième, a été choisi beaucoup plus loin. Le terme, je suis désolé pour l'anglicisme, mais on parle de... ça s'appelle recency bias. Oui. Et Couturier... Un biais de récence. Oui, Couturier a été tellement vanté dès l'âge de 15 ans que lorsque c'était son année de repêchage, on était déjà tanné de l'entendre, mais il ne s'est pas vraiment développé en 3 ans. Non, mais c'est parce que c'était le seul où on se cassait les oreilles depuis 2 ans sur lui. Là, puis c'était un peu injuste de ce côté-là. Mais ça, c'est le désavantage des fois d'être un super joueur très jeune ou un joueur qu'on appelle un statut exceptionnel ou des choses comme ça. Un peu comme il est arrivé à Shane Wright aussi. C'est un double tranchant parce que là, les gens te regardent, puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui va un peu moins bien, mais c'est beaucoup plus apparent parce que là... éventuellement, tu commences à trouver des défauts constamment, là, puis tu commences à être pogné dans les défauts à n'en plus finir, puis on oublie des fois qu'est-ce que le joueur est capable de faire. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que mais 2022 est une année aussi qui était quand même dure à évaluer, je trouve, moi. Là. Je sais pas comment toi tu l'avais vu cette année-là avec Slavkovski et tout ça. Pour moi, j'ai pas trouvé ça énormément difficile cette année-là parce que j'avais Slavkovski pour moi qui était comme pas mal évidemment mon premier choix. Je pense que encore là, peut-être que ça me revient maintenant que vous dites, là, mais le joueur que j'avais classé beaucoup plus haut que les autres, c'est Noah Ostlund qui a été choisi 14e, je pense, par Buffalo. Moi, je l'avais 14e dans mon classement, moi. Ah ouais. Et Shane Wright était 4e ou 5e. OK.
Moi, Aslan est un joueur que j'adorais. Justement, encore pour ce que je disais avant, c'est un joueur qui crée des situations où est-ce que l'adversaire fait des erreurs en zone défensive. Il trouve une façon de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Il crée du chaos. C'est super petit. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. À Buffalo, par ailleurs. Moi, ça va rehausser mon intérêt pour Aslan pour voir finalement est-ce que tu avais raison. OK, on verra. Hey, il est bien parti, je te dirais. Ouais, j'aime bien. Il est très bien parti. Et j'ai cru comprendre que Montréal l'avait classé aussi très haut. Oui. Ouais. Ouais. L'histoire de Shane Wright, ça me fait quand même penser que, puis on a vu cette année un peu avec T. Higgins-là, il y a des joueurs comme ça que les médias accrochent parce que l'histoire est le fun, l'histoire est belle, ou ça donne la matière, puis il n'y a comme pas moyen de changer. Tu sais, les gens, je sais que Mathias Brugner en a parlé beaucoup, là. Lui, il avait Slav, puis numéro 1, longtemps avant, il a passé 3-4 mois à manger de la misère de la part des gens, parce que dans les médias, c'était Shane Wright, constamment. Mm-hmm. Je me demande jusqu'à quel point on est bien servi de ce côté-là en termes d'analyse. Tu sais, dans les médias généralistes de sport, là, je veux dire, là, les spécialisés, on s'entend que c'est plus nuancé, mais tu sais, des T. Higgins-là, il sait comment, il sait c'est quoi être un pro parce que son père en était un. Je suis comme, Wayne Gretzky, son père jouait pas dans la Ligue nationale puis il était le meilleur joueur au monde. Ovechkin non plus. Limite, là, t'en as plein, là. C'est pas tout. Les meilleurs joueurs de la Ligue sont rarement les enfants des anciens meilleurs joueurs. Comme, c'est quoi ce billet-là? Je le comprends pas. Mais pourtant, à tous les années, le Atos Koivu, là, hey, le fils de Koivu, on est donc. C'est un choix de 3. Calmez-vous, gang. Donnez-y de l'air, OK? C'est très vrai, c'est très vrai. Puis encore là, tu sais, son père était un joueur de hockey. Peut-être que son père est constamment en train de rentrer dans sa vie, en train de le coacher de l'extérieur, puis d'aller foutre le bordel. À la Galchenyuk. À la Galchenyuk, c'est exactement ça. Mais c'est ça, les médias, tu sais, toi, en tant que gars qui a de l'intérêt envers le repêchage, tu considères comment la couverture, tu sais, ce que j'appelle les médias généralistes de sport, là, c'est quoi le niveau, tu sais, de qualité? Est-ce qu'on... C'est ça, on serait mieux d'aller voir ailleurs pour avoir du contenu de qualité ou on est quand même bien servi? Il y en a que j'aime mieux que d'autres, évidemment. Je peux vous dire que la nouvelle génération de journalistes n'a jamais été si bonne. Je pense que je pense qu'ils font vraiment un effort de trouver un sens d'analyse à ce qu'ils font. Je pense au fait, c'est moins les journalistes, c'est moins, quand on parle de médias, je pense que le problème est plus dans la radio, où est-ce que tu dois faire du contenu pendant 4 heures de temps. Tu commences à chercher un peu loin. Des fois, c'est évident, puis on n'est pas obligé d'aller plus loin qu'il faut, mais on essaie de trouver un angle différent, puis ça devient exagéré un peu. Qu'est-ce que j'aimerais, c'est lorsqu'un journaliste donne son opinion, juste d'être honnête d'où est-ce qu'il vient. Tu n'es pas obligé d'avoir vu 20 fois un jeune joueur pour donner ton opinion. Si tu l'as vu un peu, juste dis, je l'ai vu un peu, moi, c'est ce que je vois, j'ai pas de problème avec ça. Mais ça m'est arrivé, malheureusement, d'avoir, évidemment, je mentionnerai pas de nom, là, que des journalistes ont écrit des articles sur des espoirs en plus finir, mais une fois que je les ai rencontrés, c'était pas vraiment, je sais pas, quelque chose comme ça, puis il était pas certain, puis c'était, OK, peut-être que t'as lu ailleurs, qu'est-ce que d'autres personnes disaient, puis tu donnes peut-être pas plus de crédit qu'il faut, mais c'est très rare. Je veux dire la vérité, c'est très rare, là. Les journalistes sont comme n'importe qui d'autre. Il y en a qui sont un peu plus sympathiques, il y en a qui sont un peu plus sérieux, il y en a qui sont un peu plus bouffons, mais j'ai été traité très bien, généralement, puis je pense qu'ils font le meilleur travail qu'ils peuvent, et ils ont toute leur façon de faire. Mm-hmm. Puis, juste d'écouter ce qu'ils ont à dire, mais c'est de voir d'où est-ce qu'ils viennent, de quel angle qu'ils regardent ça, puis garder ça en considération dans ce qu'on y lit. OK. Jerry Godbout demande ton avis sur la sélection de Ivan Demidov par le Canadien de Montréal. Et je sais que sur ton profil sur X, t'as ton mock draft ton mock draft ou en tout cas mon classement. Ton classement du dernier repêchage qui était pendlé. Donc, ça n'a pas été bien compliqué pour moi de découvrir qu'il était deuxième sur ta liste. Donc, ça doit être un bon choix, j'imagine. Écoute, je ne pouvais pas être plus heureux de ce choix-là là, comme amateur du Canadien. C'est un gars qui a une intelligence vraiment, vraiment surprenante. Le maniement de rondelle, lancé, mais exactement, encore mieux, il sait quoi faire quand.
Des fois, il peut être très patient avec la rondelle parce qu'il y a une option qu'il voit. Des fois, il peut la dégainer très rapidement parce qu'il pense que c'est la meilleure option. C'est non seulement qu'il y a les outils, mais il y a vraiment une bonne capacité de savoir quand utiliser quel outil. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il était vraiment dans une ligue ridicule pour lui l'année dernière. Ils l'ont regardé dans la MHL, qui est une ligue junior russe, qui est vraiment pas très bonne, vraiment, là. Et il dominait 3-4 points par game constamment. Mais il n'a pas utilisé ça pour une excuse, pour juste patcher, pour améliorer ses stats personnelles. Tu voyais des bons replis défensifs. Il jouait un bon jeu dans le milieu de la glace, dans la zone neutre. Il jouait des fois même un peu physique, il essayait. Il a vraiment travaillé son jeu sans la rondelle. Il a pris l'opportunité pour le faire avec son temps de glace. Je pense que Montréal vont vraiment l'aimer, puis je pense que ça prendra pas beaucoup de temps pour lui de s'adapter à la Ligue nationale, même si c'est une discussion qui allait beaucoup sur Twitter. Là, on aimerait qu'il voit pas mal plus de temps de glace qu'il voit en ce moment, mais bon, la KHL, c'est quand même un peu vieille mentalité, puis il est pogné avec ça pour un an. Ben, premier show de la saison, moi je disais, j'ai pas de problème qu'ils commencent une 3 puis qu'ils doivent se battre pour monter des échelons. Oui. Ça, c'est correct. Mais en ce moment, j'ai juste l'impression que les dés sont pipés. Il est le deuxième meilleur pointeur du club, puis il y a je pense que c'est 11e que je calculais, puis ça a dû baisser. Moyenne de temps de jeu chez les attaquants. Tu sais, Dernière partie, c'était le 13e attaquant. C'est ça. Un trio assigné à lui. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, mais à quel point penses-tu que ça peut nuire à son développement, ça? Ben, c'est sûr que ça va faire des dégâts. Des dégâts, je veux dire, c'est un peu un mot fort, là. C'est sûr que c'est un désavantage, mais c'est un an. Je veux dire, encore là, à Montréal, on a tendance à aller un peu dans les extrêmes. S'il reste en santé pendant un an, puis il joue pas beaucoup de minutes par partie, c'est de valeur. Mais si, mettons, il se rejoint à une équipe de la Ligue junior majeure du Québec, puis il aurait manqué 3 mois pour une blessure, ça s'équivaut la même chose. On ne sait pas ce qui va arriver. Pour l'instant, c'est seulement un an. Il peut quand même travailler ses habiletés individuelles. Je pense qu'éventuellement, il va avoir plus de temps de glace. On parle de blessures. Éventuellement, dans l'équipe de la KHL, il va avoir des blessures. Il y en a toujours. Et ils vont être obligés de lui donner un peu plus de temps de glace. Je pense que ça va être une évidence. Alors, c'est un désavantage, mais je pense pas que c'est le drame annoncé que tout le monde parle, là. Ça va se régler. Mais tu disais vieille mentalité, mais est-ce que c'est de la vieille mentalité de « Hey, le jeune, faut que tu gagnes tes galons » ou c'est « Ah, tu veux t'en aller, on va pas t'aider. » Parce que si moi, je suis l'entraîneur de ce kid-là, qui est le deuxième meilleur pointeur du club, je vais pas le sortir du line-up. Pour moi, ça fait pas de sens. Non, je comprends pas non plus. Tu veux gagner, mais c'est un peu des deux, je pense. J'ai l'impression que c'est un peu la mentalité de dire, mais tu sais, je veux rien savoir de toi tu t'en vas, alors je ne me ferai pas un drame. Mais c'est aussi la vieille mentalité de dire, OK, je vais te faire souffrir au début, il faut que tu me prouves que tu es capable d'en prendre, puis tu es capable de te faire niaiser, puis tu es capable de pas dire un mot. Puis si tu fais ça assez de fois, c'est comme la vieille mentalité avec les initiations là, dans certaines équipes qui sont vraiment ridicules, où est-ce que tu dois te prouver que tu es capable d'en prendre avant d'être accepté là, dans un rôle régulier. Puis, ça n'a jamais donné rien de mal, ces histoires-là. Hein? Ça n'a jamais dérapé. Je trouve ça terrible. Puis en même temps, je me dis, pourquoi tu vois pas l'inverse? Je l'ai pour un an. Il aide mon équipe, il produit. Je vais l'utiliser au max. Moi, je me dis, on va gagner avec. Il va vouloir obstiner, c'est je donne de l'amour, puis ça fonctionne. Moi, je le verrais de même. Là. On va le courtiser. On a vu ça beaucoup dans la Ligue nationale dans les dernières années. Il y en a de moins en moins, mais souvent, des jeunes qui font une erreur ne vont pas avoir la même chance qu'un vétéran qui fait une erreur. C'est toujours les jeunes vont faire une erreur, mais qu'est-ce que quand le vétéran le fait, lui, est-ce qu'il a la même conséquence? Jamais. C'est un peu la même affaire. Et je pense qu'il n'a pas joué en troisième période à la partie dernière parce qu'il y a une pénalité en deuxième qui était vraiment bizarre, pas vraiment une pénalité sévère. Là, il allait pour la rondelle, il a accroché le patin, le gars il a tombé. Ah, tu joues pas pour la troisième période. Bye. Ça t'apprendra. Ça t'apprendra à faire un jeu. Essayer d'attraper la rondelle. Ça t'apprendra à faire des efforts. Je vais pas faire mon repli défensif, je vais le laisser aller parce que je pourrais peut-être avoir une pénalité de 2 minutes pour l'accrochage. C'est pas fini là. En tout cas, ça te met pas dans des bonnes dispositions pour apprendre, pour réussir, parce que tu es tout le temps en train de te dire je vais-tu me faire pénaliser pour X, Y raison. Tu dois tellement être dans ta tête, là.
un bon entraîneur doit trouver le juste milieu. Je dois avoir des standards, puis des fois, il faut que je sois un peu dur avec toi, mais pas au point où est-ce que tu paniques chaque fois que tu as la rondelle, ou est-ce que tu veux rien faire parce que tu peux faire de l'erreur. Tu commences à juste te débarrasser de la rondelle sans queue ni tête. C'est pas mieux non plus, là. Oui, c'est clair. Jerry demande aussi ton top 3 des espoirs chez le Canadien de Montréal. Ben, Davidoff, je pense que c'est un grand talent offensif. En 2 et 3, c'est vraiment serré. J'ai donné la deuxième place à Ryan Backer. J'ai toujours aimé son jeu, mais je suis allé voir la deuxième partie, je pense, du camp d'entraînement. Et le voir en personne, il est pas mal meilleur que je le pensais. Sa prise de décision surtout. Qu'est-ce qui fait sa réaction face à la pression. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre télé ou à l'aréna? Qu'est-ce qui permet de voir des choses dans son jeu que tu ne vois pas sinon? La subtilité. Alors, Okay. j'ai eu la chance d'avoir des bons billets, là. Puis il y avait un jeu qui m'a vraiment marqué, là. Il y avait la pression de deux joueurs qui venaient sur lui à pleine vitesse. Il était sur la ligne bleue. Il avait reçu une passe qui était un peu chancelante. Puis Ekstrom était son partenaire. Puis là, il disait, hey, passe-le à moi, je suis ouvert. Mais Ekstrom n'avait pas remarqué qu'il y avait un joueur qui s'en venait au milieu de la glace pour intercepter la rondelle. Avec toute cette pression, Ryan Backer l'a vu, puis il a juste flippé dans le coin, pas pris de chance. C'est des choses comme ça que je vois. Des fois, dans son jeu 1 contre 1, il arrive à bien placer son corps. Il est pas trop agressif, mais il te donne pas non plus aucune option vraiment. Il va être patient. Il va te mettre sur le côté et sa première passe est excellente. Puis tu vois la rapidité qu'il la dégaine. Des petites subtilités comme ça que tu vois en personne que tu pourrais pas voir à la télévision ou que tu manques à la télévision. C'était vraiment très, très impressionnant. Alors, je pense que ça va être un gars, je l'avais comparé un peu, peut-être pas le style de jeu, mais son importance dans l'équipe, un peu comme un Alex Pietrangelo. Défenseur droitier grand qui va donner 23 à 26, 27 minutes des fois par game, qui va faire un bon nombre de points. Sauf que ce ne sera jamais dans les jeux de la semaine. C'est juste efficace, toujours efficace. Uh-huh. La troisième meilleure option, mais je pense que je vais aller avec Lane Hudson, juste parce qu'encore là, c'est qu'est-ce qu'il est capable de faire qui n'arrive pas souvent en termes de création d'offensive. Surtout sa vision et sa capacité de bouger le jeu périphérique est vraiment, vraiment intéressante. Puis même défensivement, qu'est-ce qu'il fait intelligemment, c'est qu'il va toujours jouer le bâton. Et il va se garder très bas son corps. Alors, ça fait, comme on dit en anglais, un low center of gravity. Et il est dur à tasser de ce côté-là. C'est sûr que homme à homme, il a la difficulté à gagner ses batailles, mais il arrive à bien protéger la rondelle un peu mieux que je le pensais défensivement. Alors, je pense que pour moi, c'est les 3 meilleurs espoirs du Canadien. Moi, j'ai une petite question par rapport à Ryan Backer. Dans le fond, on a parlé de Demidov, son développement. Mais là, la blessure, avec ce que tu as vu, est-ce que tu penses que ça va nuire ou il y a assez de talent pour que ce soit pas trop pire? Ça va nuire parce qu'au fait, l'année dernière, c'était aussi une année difficile de développement. Une équipe vraiment désorganisée. Je pense qu'ils ont passé 3 entraîneurs en 3 mois à un certain point. Il a été blessé un peu. Puis cette année, évidemment, il va manquer. Je dirais, on dit que c'est pas toute la saison, mais je ne serais pas surpris que ça soit On parlait toute la d'un 5 mois facile. Fait que t'es tard dans l'année. Est-ce que tu le fais jouer s'il reste 7 matchs à jouer à Laval, mettons Laval n'est pas dans les séries, puis il reste 7-8 matchs. Est-ce que tu le fais jouer ou est-ce que tu dis, écoute, on arrête ça, là, tu vas pratiquer hors glace, tu vas te remettre à 100%, on ne prendra pas de chance. Je ne sais pas, l'organisation va prendre la décision qu'elle doit prendre. Alors, ça va définitivement faire du mal, mais il y a des choses qui peuvent quand même travailler. Son haut du corps a besoin d'être pas mal plus fort. Ça va être une belle occasion pour lui de vraiment s'entraîner fort de ce côté-là, vraiment prendre beaucoup de poids dans ses épaules, dans son dos, puis évidemment ses bras. Il va pouvoir faire beaucoup de vidéos avec... je pense que c'était le plan que Kent Hughes avait fait pour lui. On va travailler beaucoup, beaucoup sur la vidéo et passer du temps à Montréal. Et je pense que si son genou récupère bien, il va se rattraper facilement après ça. Je pense que tu vas voir, ça va pas prendre beaucoup, beaucoup de temps après ça. Là. Il y a une vraie bonne possibilité pour lui de reprendre le temps perdu. Je suis pas inquiet de ce côté-là. Et pour toi, c'est garanti Ligue nationale à combien de pourcents, mettons? Je pense pas qu'il va flopper, mais y a-tu un risque quand même avec ce genre de gars-là? Le risque est minime. Ouais, je pense 90% il va faire la Ligue nationale. Là. Je le vois, et je pense qu'il va donner 26-27 minutes par game. Est-ce qu'il va être
dominant comme Pietrangelo, comme j'ai mentionné. Peut-être probablement pas, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de défenseurs comme lui. Mais je le vois comme un bon partenaire pour Lane Hutson, je veux dire. Parce qu'il est capable de garder le beat avec son offensive. C'est pas comme Lane Hutson va avoir un partenaire qui est pas capable de rien faire à côté de lui, là. Il est capable de faire des choses aussi. Mais son jeu est porté sur la défensive aussi. Alors, ça va libérer Hudson à faire des choses intéressantes sans avoir à s'inquiéter qu'est-ce qui va arriver derrière lui. Puis Ryan Backer est vraiment capable de faire des bonnes lectures. Puis encore là, il est capable de faire des bonnes passes puis des bons jeux lui-même. Là. Il n'est pas inutile offensivement, pas du tout. Un peu justement comme il risque d'arriver cette année avec David Savard, en fait. C'est le meilleur partenaire que Lane Hutson pouvait avoir, c'est David Savard. C'est un rêve pour un défenseur jeune. Parce que il comprend son jeu exactement, il sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est un des meilleurs défenseurs que Montréal a eu pour longtemps pour lire qu'est-ce que son partenaire de défense va faire. Ça, c'est vraiment important. Il n'est pas seulement capable de voir qu'est-ce que l'adversaire veut faire, mais il est capable de voir qu'est-ce que son partenaire veut faire puis lui donner un bon support de ce côté-là. C'est ça, parce que David Savard, il a aussi une capacité quand même offensive, là, même si c'est un côté qu'on voit moins de lui, mais il a toujours eu un talent offensif aussi à quelque part. Là, fait que, il va être capable. Un bon lancer lourd, en tout cas. Ouais, vraiment. Puis, c'est un peu le même genre. Fait que Ryan Backer pourrait devenir un peu ce genre de partenaire-là aussi. Ah oui, peut-être encore un peu meilleur. Peut-être encore plus développé offensivement, plus fluide, plus rapide. Oui, ça serait exactement la meilleure chose pour Ryan Backer d'avoir un partenaire comme Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus a déjà dit que c'était son meilleur coéquipier. C'est lui qui était là comme pour l'épauler comme vétéran quand il est arrivé dans la ligue. Écoute, moi j'avais entendu parler d'une histoire, je suis pas 100% sûr que c'est exactement comment c'est arrivé, mais à Moncton, il avait fait venir un attaquant de la Russie qui s'appelle Kabanov. Oui. C'était le futur dieu du hockey parce qu'il y avait des talents individuels en plus finis. J'ai rarement vu un joueur aussi bon avec le maniement de rondelle que lui. Il était super. Il s'est joint, ils l'ont fait venir, puis ils ont travaillé fort pour le faire venir à Moncton pour aller pour le championnat. Et une fois que Kabanov est arrivé, son jeu collectif était vraiment là, inutile. Il savait pas du tout quoi faire. Et il paraît qu'à l'âge de 18 ans à peine, il est rentré savoir voir l'entraîneur et dire écoute, ça marche pas avec lui. Je sais que vous avez travaillé fort pour le faire venir. Je sais que vous avez fait tout là, pour lui, pour sa famille, mais ça prend quelque chose d'autre. Et il n'a pas joué beaucoup pendant les séries. Et ils ont gagné les séries. Puis ça, c'est savoir qu'il s'est levé debout pour dire ça prend un certain type de joueur pour gagner. Et à le jeune âge, il savait déjà. Puis il avait la confiance de ses entraîneurs. Là. Si Savard parlait, ça passait. OK. Toujours. Ouais, je comprends. Je peux comprendre. Mm-hmm. Question chienne un peu. Ouais. Mais c'est parce que tout le monde la pose. Fait que je vais demander à quelqu'un qui connaît ça en plus. Tu sais. Michkov ou Reinbacker? Ouf. J'avais dans mon classement 1, 2, 3 pour le rang du Canadien très, très, très proche. C'était Michkov, Reinbacker, Dvorsky. Ça, c'était mes 3 pour Montréal. J'aimais beaucoup Dvorsky aussi. Ouais. Très, très proche. Avec, comme on dit, le hindsight, là, avec ce qui est arrivé plus tard, je suis content qu'ils aient choisi Reinbacker parce qu'ils ont choisi Demidov l'année d'après. Et je pense que ça s'équivaut parce que je suis pas... Écoute, tu as besoin de tout pour gagner un championnat. Là. Un défenseur comme Reinbacker ne sera pas aussi spectaculaire que Michkov. Les gens n'achèteront pas son chandail comme Michkov. Il ne fera pas les jeux de la semaine comme Michkov. Mais en fin de compte, un défenseur du boîtier qui peut donner 26, 27, 28 minutes, game après partie, ça vaut sa pesandeur. Là, ce type de défenseur, c'est de l'art. Mm-hmm. Je disais que c'était une question chienne, mais c'est parce que je trouve que c'est chien aussi pour les joueurs. Tu sais, particulièrement pour Reinbacker, parce qu'il se ramasse avec une pression qui n'a pas de bon sens, qui n'est pas de sa faute. Puis en plus, ça a l'air d'un gars qui est hyper gêné dans la vie. Puis là, il est obligé de le flamboyer de l'autre côté, qui est un attaquant, qui va mettre des points. Eh ouais. C'est même pas comparable, mais il est pogné que ça. Puis le restant de sa carrière... fait que je trouve que c'est une question chienne, même pour les gars impliqués, tu sais. Mais si Demidov, lorsque Demidov va être à Montréal, puis va
en espérant connaître la carrière qu'il peut avoir. Puis Montréal va avoir plus de succès. Je pense que les gens vont commencer à oublier ça. Ils vont dire, écoute, on a du succès, ils ont bien fait les choses, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils font. Les gens deviennent évidemment plus impatients lorsque ça va pas bien. C'est évident. Ben ouais. Mais tu sais, en même temps, à un moment donné, il faut faire un peu confiance aux gens aussi. Tu sais, je veux dire, ils ont pas repêché Michkov, mais ils ont repêché Demidov. Tu sais, il doit y avoir une raison quelque part. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, il faut arrêter de faire juste. Ils ont juste pas voulu. Ils le prennent pas. Ben, arrêtez, là, maintenant. Et ils ont choisi Hague aussi. Il ne faut pas oublier ce jeune homme-là qui a connu des débuts impressionnants avec Boston cette fin de semaine. C'est un talent vraiment, vraiment intéressant. Alors, il y a des bonnes choses qui s'en viennent à Montréal. On sait que c'est pas tout le monde qui va percer, là. C'est pas ça. Mais lorsque tu as beaucoup de joueurs qui peuvent percer, ça va bien. C'est lorsque tu n'en as pratiquement pas qui peuvent percer, là, tu as des problèmes. Ouais, c'est ça. Si tu as 10% de taux de réussite sur une banque qui est pleine, puis 10% sur une banque qui est vide, exact. C'est mieux quand t'es pleine. Veux pas. Oui. Ça, c'est l'importance de garder ses choix au repêchage. Pendant des années, Montréal se sont débarrassés trop souvent de choix. Lorsque tu as un choix dans le top 90, ça donne pas beaucoup de chances de réussir, veux pas. Il n'y a personne qui pourrait bien réussir comme ça. Il y a, je ne sais pas si c'est Jeff Gorton ou Kent Hughes qui avait dit ça, mais qu'il y avait, il y a 2 ans, dans le fond, quand c'était le temps de faire du dépistage pour Michkov, c'est Demidov qui lui est tombé dans l'œil et qui espérait ramasser. Est-ce que tu y crois à ça, de si tôt que ça, par rapport aux années de repêchage, de dire, lui, là, si on a la chance, on aimerait vraiment ça? Oui, je crois que ça arrive régulièrement. Tu t'en vas voir un joueur, puis il y a plus jeune qui t'impressionne, puis tu dis, OK, on le garde dès maintenant, on le garde d'œil dessus. Ça ne me surprend pas. Il ne faut pas oublier que, encore là, Michkov, son année de repêchage, tu peux voir ses talents offensifs, mais tu pouvais aussi voir son désintérêt pour le jeu défensif aussi, puis ça sautait aux yeux, là. C'était vraiment évident. Alors, oui, les joueurs, les dépisteurs voyaient qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, mais ils voyaient aussi que tu avais des problèmes. Puis encore maintenant, il a connu un très bon camp, mais c'est un camp. Il n'y a personne trop qui essaie de l'arrêter en ce moment, Michkov. C'est pas l'adversaire, c'est pas le joueur, le vétéran qui va jouer 82 games cette année qui va commencer à sauter sur Michkov pour le contenir pendant la saison morte ou pendant la pré-saison, sachant très bien que j'ai 82 matchs qui s'en viennent encore, je suis mieux de sauver mes énergies. J'ai aimé le camp de Michkov, j'ai vu des bonnes choses, mais c'est vraiment pas le même bateau lorsque le même sort qui l'attend lorsque la saison va commencer. Là. Il pourra trouver la saison très longue s'il joue pas bien. Puis on sait bien que Tortorella n'a pas exactement une mèche longue là, quand ça vient à donner la chance à des joueurs. Ça prendra pas de temps que ça pourrait barder. C'est clair. Il y a quelque chose aussi là-dedans. Les Hudson, on a vu assez vite qu'elle allait être bon. On a vu assez vite aussi que... Ça se peut dire quelque part aussi que ce soit dit, les Hudson, je pense qu'il va falloir quelqu'un pour jouer avec. Là. Fait que, tu sais, quand ils ont pêché Runbacker, j'imagine qu'ils se sont dit, écoute... Peut-être, mais en ce moment, c'est pas quelque chose dans le 10 premiers que tu vas penser trop tôt, parce que tu dis, les Hudson, ça prend quelqu'un. Faut pas oublier, je crois que c'est important de construire par le repêchage, mais une fois que tu as vraiment tout en ordre, tu as une bonne base, c'est là où est-ce que tu peux aller sur le marché des agents libres ou donner un choix de première ronde pour trouver le morceau qui te manque. Tu sais, la pièce manquante. C'est que tu peux pas construire toute ton équipe avec les agents libres ou en donnant des choix de première ronde parce que tu finiras jamais. Il y a des années, lorsque Chicago avait tout en place, ils sont allés chercher ça à Ottawa, ils ont donné pas mal pour l'avoir. Ça, c'était la pièce qui leur manquait. Le reste était tout là. Alors, dans 2 ans, il se peut très bien que Montréal décide, on donne notre premier choix, on va trouver le joueur de centre de 3e trio qui nous manque. Même chose avec New Jersey cette année, ils ont donné Alex Holtz pour avoir Paul Carter, puis moi-même, j'ai pas compris cet échange-là. Après avoir vu l'alignement de New Jersey, ils ont donné beaucoup pour avoir Paul Carter, mais Paul Carter était la pièce qui manquait dans cet alignement en ce moment-là. C'est ça. C'est là où est-ce que tu peux surpayer. C'est là où est-ce que tu surpayes pour finir 10e à la place de 14e. C'est comme, pourquoi? Ça donne quoi? Rien. Ouais. Mais c'est là que la transaction de l'aîné devient super intéressante. C'est qu'ils n'ont pas donné grand-chose pour un joueur qui pourrait redevenir exact. Un incroyable. Tu sais. Exact. Et c'est exactement ça. C'est pas beaucoup. S'ils aiment ça à Montréal, c'est beaucoup plus facile de signer à long terme après ça.
parce que pour un joueur qui redécouvre sa carrière après avoir passé des moments difficiles, c'est sûr qu'il est plus intéressé. Puis, un commentaire que j'ai lu de quelques journalistes, puis je me suis fait dire par certaines personnes, c'est que Montréal devient maintenant une destination pour les agents libres. Ils veulent venir à Montréal pour la première fois en longtemps. Mhm. Ça, c'est beaucoup de Martin Saint-Louis là-dedans. Il y a la manière de parler aux joueurs qu'il le respecte beaucoup. Il aime sa façon d'enseigner, il aime sa façon de travailler avec les joueurs, puis sa réputation est en train de vraiment devenir une très, très bonne dans la Ligue nationale. Non, vas-tu comme sauver de l'argent sur le fuel d'hélicoptère pour faire des tours à des joueurs qui viendront jamais? Il y a des gens. Oh mon Dieu! Combien d'années que le joueur était intéressé à venir à Montréal, puis à la dernière minute, non, j'ai choisi une autre équipe. Tous les années, c'est la dernière minute, hein? C'est donc bien plate, là. Prochaine fois! Hey, j'ai sorti ça des boulamites, des histoires de Shanahan dans l'hélicoptère. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même vrai, mais ça devient intéressant. Puis moi, dans la vie aussi, je suis en intervention sociale, puis je vois beaucoup les côtés que Martin Saint-Louis apporte au niveau de la nouvelle génération de joueurs, les gens, la manière de traiter les jeunes, la manière de leur parler. C'est vraiment beaucoup centré sur l'être humain, centré sur la personne. Puis je pense que c'est vraiment vers ça qu'il faut qu'il s'en aille. Ouais. Même au niveau de la NHL, c'est vers ça qu'il devrait aller parce que c'est ça que les gens ont besoin, puis c'est ça que les jeunes, maintenant, de la nouvelle génération veulent, être bien traités, être bien... C'est vrai au hockey, mais c'est vrai partout aussi. Maintenant, on a le choix des jobs, là, fait que les jeunes, ils veulent une place qui sont bien traitées, puis qui sont... Fait que je pense que c'est aussi ça dans le hockey, c'est pas j'irais même plus loin, même comme hockeyeur, juste sur la glace. Une chose qui m'avait tellement frappé au début, lorsqu'il a été engagé, qu'il avait dit « Je suis pas aussi fort à enseigner des systèmes que je veux enseigner des théories ou des concepts. » C'est intéressant pour le joueur parce que c'est pas trop rigide non plus. Ça devient lassant de toujours faire le même jeu parce que, à Stati, on passe la rondelle là, peu importe ce qui arrive. Mais il donne cette liberté de faire des affaires. Puis un joueur de talent veut faire quelque chose. Tu veux pas juste te débarrasser de la rondelle d'une façon prévisible parce que c'est le système de jeu qui te dit de le faire. Alors, de ce côté-là aussi, ça devient très intéressant pour les joueurs sur la glace de jouer sous Martin Saint-Louis. Ouais. Oui, vraiment, puis ça commence jeune, parce que, tu sais, je parlais de mon jeune tantôt, puis justement, des fois, j'y posais la question, parce que moi, je sais le talent qu'il a, je sais les capacités qu'il a, puis des fois, j'étais comme, pourquoi tu fais ce jeu-là? Des fois, il dit, c'est ça qu'il nous demande dans le système de jeu. J'étais comme, tabarouette, tu sais, ça tue tellement tout ton talent quand tu fais ça, tu sais, moi, c'est ça que je me disais des fois. Mais si lui, c'est quelqu'un qui écoute, puis il est comme ça. Oui, j'avais coaché au début de ma fille, lorsque je jouais au hockey, elle avait sa table, j'ai dit à la blague, je vais leur enseigner la trappe, puis ça va bien fonctionner pour les parties. C'est ça, tu sais. Oh mon Dieu, la trappe. Oh, je m'ennuyais pas de ça, moi. Jacques Lemaire sort de ce corps! Oh, Seigneur, la trappe. Oh. Jerry demande, Rick, c'est quelle équipe, selon toi, dans la Ligue nationale qui a la meilleure banque d'espoir actuellement? En ce moment, je dois donner la palme à Anaheim. En ce moment, je pense qu'ils ont une très bonne profondeur avec beaucoup de joueurs qui pourraient avoir un impact. Je considère encore Mason McTavish. Il est peut-être établi, mais il est tellement jeune qu'il peut balancer d'un côté comme de l'autre. Mais c'est Carter Gauthier, McTavish. Je croyais que tu allais dire les Stars de Dallas qui ont un talent fou pour dénicher des espoirs de qualité qui s'imbriquent bien dans leur alignement. Je pense qu'ils sont dans le top 10, mais c'est quand même pas une équipe qui a choisi beaucoup dans le top 10 des dernières années. Alors, c'est sûr qu'en termes de nombre, c'est pas aussi grand que c'était avant. Dans ce sens-là. De ce côté-là, oui, mais en termes d'organisation, c'est dans le classement des organisations, c'est peut-être dans le top 3, parce que la façon qu'ils gèrent tout, là, sont vraiment impressionnants. Dallas, il y a des belles choses qui se passent là-bas, puis il va se passer pendant longtemps avec le nombre de jeunes joueurs qu'ils ont, il n'y a aucun doute du tout. Puis Canadien, tu sais, là, tu disais Anaheim, mais tu sais, Canadien serait quelque part dans le top 5, j'imagine, sur la banque d'espoir. Peut-être deuxième. Ah ouais? À ce point-là, oui. Arrête, j'ai des émotions, là. Mais je regarde les autres équipes qui sont vraiment en reconstruction. J'ai beaucoup aimé les dernières années les choix de Buffalo, mais la sauce ne semble pas vraiment prendre comme il faut. Là. Je ne sais pas pourquoi, mais on est toujours pogné à la même place. J'ai pas adoré beaucoup les choix de Chicago, même s'il y en avait beaucoup.
C'est pas c'est pas, écoute, Bédard, c'est Bédard, là, oui, mais à part ça, il y a beaucoup de questions. Quelle autre équipe qui sont vraiment en reconstruction, mais. San Jose. San Jose sont tellement au début de leur reconstruction, puis je suis pas vendu sur Will Smith autant que beaucoup le sont, même si j'ai adoré leur dernier repêchage, là. Tu peux finir avec Celebrini puis Dixon, puis tu sautes dans les airs, là, t'as réussi, puis un troisième dont le nom m'échappe, qui était un très bon choix pour eux autres. Mais je pense pas que Montréal est deuxième. Oui, Chicago et San Jose sont proches de Montréal, mais je pense que Montréal, en termes d'espoir, avec un haut plafond et profondeur, sont très bons. Parce que Hudson et Reinbacker, c'est 2 des 3 meilleurs espoirs du Canadien. Mais Struble est un très bon jeune hockeyeur, puis ça s'en vient bien dans son cas. Il faut pas perdre de vue. Engstrom a eu des ratés pendant le camp d'entraînement. Mais c'est ses premiers pas en Amérique aussi. Il a très bien fait. Sous cet angle-là, là, si on va de ce côté-là, Mailloux, je pense, c'est un défenseur de 3e paire, mais je pense qu'il peut faire la ligue. Goulet est encore très jeune. Ça devient intéressant en termes de nombre. Puis Beck est quand même peut-être un 4e trio, mais il peut être un bon 4e trio. Puis Kapanen a démontré des très belles choses, non seulement au camp, mais l'année dernière, dans une ligue d'hommes, il a très bien joué, surtout à la fin, où est-ce qu'il a connu ses meilleurs moments. Alors, puis évidemment, Demidov et Slavkovski et tous ces gars-là. Alors, tu as la qualité, puis tu as la profondeur, puis la profondeur est très importante. Avoir juste une bonne qualité sans profondeur, tu deviens comme Edmonton qui semble pas être parti pour être une équipe qui va gagner la Coupe Stanley en ce moment, parce que je pense que la meilleure chance était l'année dernière, puis c'est à peine que McDavid est capable d'emmener son équipe sur son dos, mais il manque de profondeur là, dès que à Toronto, tu sais, c'est leur 6 attaquants, puis peut-être un défenseur, mais à part ça... Morgan Riley ne marchera pas ses os cette saison-ci. Là. À moins que tu veux que Morgan Riley joue 43 minutes par game, ça va être difficile. Là. Il est bon, là, mais laissez respirer un peu aussi. Là. Oui. Non, le Canadien, oui, en effet. Je lançais l'hypothèse lors du dernier show que le Canadien n'est pas chanceux dans ses années de repêchage. Premier choix, l'année de Slavkovski, qui n'était pas une énorme cuvée. Il aurait pu avoir Bédard, Celebrini, mais c'était pas ces années-là. Là, cette année, le Canadien espérait être dans le mix, puis tu as la blessure à l'aîné. Ça avait été la saison prochaine, avec Gavin McKenna, le Canadien aurait fait comme « Oh yeah! L'aîné blessé! Yes! Un autre bon choix, on va rêver! » Tu sais, les partisans seraient... Ouais, peut-être, mais c'est parce que même avec des blessures, je pense que Montréal ne sont pas une équipe qui est dans le dernier, les 3 pires équipes de la Ligue, puis il ne faut pas se compter de blague. L'année prochaine, ça va être un massacre pour voir quelle équipe peut être la paix de la Ligue. Là. Tu vas avoir des échanges à n'en plus finir. Là, tu sais, c'est Crosby contre un 7e choix de repêchage. Ça va être la folie pour l'avoir. Là. Check bien ça, Pittsburgh va l'avoir. Tu sais, Mario, Sidney, Gavin. Je ne serais même pas surpris. Je serais même pas surpris parce que je pense que je serais pas surpris que Pittsburgh soit une équipe qui va être dans les 5 pires équipes de la Ligue cette année. Possible. C'est vieux. C'est vieux puis ça n'a pas de profondeur. Mais c'est particulier, ça, à quel point, mettons, tu sais, les Oilers, McDavid, Gretzky. Les Pingouins, Lemieux, Crosby. T'es comme, yo, c'est quoi qui se passe? Là, je sais pas. Là, c'est Connor Bedard à Chicago. On dirait que Chicago aussi ramasse tout ça quelque chose de comme, pourquoi tu t'aides 3 mêmes équipes qui ont toutes, là? Je sais pas, c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est important d'être opportuniste puis de faire pitié lorsque c'est le temps. Oui. Ouais, faire pitié quand c'est-à-dire que les Oilers, ils ont fait pitié longtemps. Oui. Il fallait bien qu'il tombe sur un joueur exceptionnel. Oui. Ah ouais. Non, c'est ça. Puis tous les repêchages ne sont pas égaux, là. On va se le dire. Là, puis encore là, tu peux choisir très bon. C'est facile pas facile, mais je veux dire, c'est pas mal plus facile de bien choisir dans les 5 ou 6 premiers choix, mais si c'est juste ça, tu gagnes rien de toute façon. Il faut que tu aies cette profondeur. Regarde, toutes les équipes championnes, ils ont repêché ils ont trouvé du succès dans les 2e, 3e rondes, 25, 26e choix de première ronde. Tu ne gagnes pas juste en te fiant au repêchage puis finir dans les 10 pires équipes de la Ligue parce que tu n'y arriveras pas. Mais non, mais justement, on parlait des Oilers. Tu sais, les Oilers, ils ont repêché Nugent Hopkins, Taylor Hall, Yakupov, McDavid, c'est tous des premiers shows total. Oui.
Puis garde ça. À part ça, on peut nommer un joueur qui a été choisi après ça, qui a fait l'équipe? J'ai regardé une fois le ralliement, puis il y avait zéro. Il y avait 0 joueurs après la deuxième ronde qui ont fait l'équipe. Non, c'est vrai. Et le pire, c'est que Yakupov, même l'équipe d'épicerie de Edmonton, n'aimait pas ce joueur-là. Ça, c'est le propriétaire qui a mis son veto. Ouais. Le propriétaire qui a dit non, c'est lui que vous allez choisir, puis ils ont dit Caroline. Écoutez, leur choix était Ryan Murray, qui n'a pas non plus connu une grande carrière, là, mais qui fitait plus avec ce qu'il avait de besoin, au moins. Oui, exactement. Au moins. Ryan Murray, c'est beaucoup les blessures aussi, lui. L'épaule qui était vraiment maganée, qui n'a jamais été capable de revenir comme il faut. C'était une épaule de beaucoup de difficultés avec son épaule. Parce que les gens oublient que Ryan Murray, l'année de son repêchage, il a joué au championnat du monde senior à son année de draft, ce qui est rare. Oui, on aimait beaucoup, je veux dire. Puis encore là, dans le contexte, la journée du repêchage, on a été très contents avec le choix de Ryan Murray pour Edmonton. Ouais. Alors, ils ont plutôt dit ils ont dit ça de même. D'après moi, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. C'est ça, ils n'étaient pas contents. Les Oilers sont fiers de sélectionner. Le propriétaire s'est levé avec le chandail. Ouais! C'est pas lui qui avait dit à son entraîneur quand il est recru I don't play defense, I got hired to score. L'entraîneur dit oh boy, l'année va être longue. C'est clair. Une position qui est particulièrement difficile à évaluer, c'est les gardiens de but. Toi, est-ce que tu oses aller dans ce milieu-là ou... Non, pas beaucoup. Je regarde qui fait les arrêts, puis je me dis, lui, il est bon. Je veux dire, t'essayes de voir certains concepts, mais souvent, même les dépisteurs, s'ils aiment un gardien de but, ils vont faire emmener le spécialiste des gardiens pour l'évaluer, puis ils vont faire ça comme ça. Et le psychologue sportif va être beaucoup impliqué dans l'évaluation du gardien de but, parce que ça prend une mentalité un peu différente. Là. C'est, comme on dit toujours, si le défenseur fait une erreur, mais le gardien peut l'arrêter. Mais si le gardien fait une erreur, il est dans le filet, puis ils sont impliqués plus là-dedans. Moi, je pense que la nouvelle mode pour des équipes, puis je pense que Montréal a commencé à le faire, c'est que tu vas choisir beaucoup de gardiens après la 5e ronde, ou tu vas choisir des gardiens qu'on appelle des overage, qui sont plus âgés. Ou des gardiens qui souvent c'est du collège américain, où est-ce que tu as 4 ans, puis tu peux les laisser tranquilles voir. Parce que ça prend plus de temps pour le gardien de se développer. Daubèche, c'est exactement un exemple comme ça. Il a été choisi l'année d'après son année d'éligibilité et il avait joué beaucoup de games dans la USHL puis il allait dans le collège américain. Mais on dit, tu sais, on s'en fait pas. Tu vas prendre le temps de te développer et ça va être, je pense, beaucoup la mode pour beaucoup d'équipes. Les choix de première ronde comme gardien, ça peut arriver, là, mais je pense qu'on s'en va de moins en moins de ce côté-là, juste parce qu'à moins qu'un gardien soit dominant dès l'âge de 15 ans, mais encore là, c'est vraiment un risque. Ouais, moi, en tout cas, en première ronde, un gardien, il faut vraiment que tu sois capable de me convaincre. Ouais, puis même vraiment. Ceux qu'on se dit qui sont, tu sais, c'est sûr, tu sais, Knight, là, du côté de la Floride, Spencer Knight, t'avais Carter Hart, là, on connaît l'histoire, là, on s'entend que ça, tu sais, en tout cas, mais ça allait pas super bien de toute façon avant. Là, t'as Askarov qui était retourné dans la Ligue américaine par les Sharks de San Jose, puis là, tu fais comme, finalement, c'était pas les Prédateurs qui étaient dans le champ, il y a peut-être de quoi, finalement, là. Et c'est un peu de la sorcellerie, les gardiens. C'est ça, puis à part de ça, souvent... l'équipe ne prendra pas de chance. Alors, ça va comme un des problèmes avec San Jose en ce moment, c'est qu'ils ont 2 gardiens d'expérience. Ils sont payés 3 millions par année chacun. Mackenzie Blackwood, je pense, puis l'autre qui sont allés chercher de New Jersey, dont le nom m'échappe en ce moment. Virtanen. Non, pas Virtanen, Virtanen, c'est un joueur, ça, avec Vinicius, ouais. Alors, qu'est-ce qui va probablement peut-être arriver? Je pense qu'ils ont assis avec Askarov, puis on dit, écoute, on a 2 bons gardiens. On a 2 gardiens qui sont à la fin de leur contrat. Ils sont payés chacun 3 millions. On veut pas les perdre pour rien. Sois patient, on va attendre que la saison commence. Puis éventuellement, pendant la saison, quelqu'un va avoir besoin d'un gardien. On va le refiler après à ce point-là. Essayer d'avoir un petit quelque chose en retour. Hey, si Jake Allen a ramassé un 3 pour le Canadien, je suis bien de l'avant. Et peut-être même un 2 s'il joue 40 games. Oui. Rick, on ne gardera pas notre souffle, OK? Je pense pas que ça va arriver.
Je pense pas que ça va arriver. Non, je pense pas. Bon, ouais. Vas-y. Un gros merci, Rick, d'être passé sur le podcast Les Glorieux. J'espère que tu as aimé l'expérience. Je pense que oui. Je pense que J'ai ça s'est bien adoré, passé. les gars. C'est super. Vous êtes vraiment accueillants. Vous avez une belle émission intéressante avec des bons sujets de conversation. Vous êtes vraiment fun. J'ai vraiment adoré. Continue, j'aime ça. Ouais. Encore, s'il vous plaît. Rick, où est-ce qu'on peut te lire de ce temps-là? C'est toujours la même chose. C'est les réseaux sociaux pour le moment. Pour le moment, c'est ça. Alors, c'est Twitter sur Rick1042, puis sur Threads sous le même nom. Et j'adore vraiment les conversations sur le hockey. J'adore ça. Alors, n'importe qui ça leur tente de demander une question, me donner leur opinion, avoir une conversation, j'adore ça. Puis je suis toujours heureux de le faire. Génial. Mais c'est parfait. Puis moi, la prochaine fois que je vais me faufiler dans le bureau de Kent, en arrière de la plante verte, je vais aller mettre un post-it avec ton nom sur son bureau. Ah, super. Excellent. J'apprécie beaucoup. On fait ça pour toi, mon Rick. Merci, les gars. Gros merci. À la prochaine, tout le monde, pour un autre épisode des Glorieux. C'était Pascal Gagnon et JB Gagné avec Rick Springhetti cette semaine comme invité. Bye bye, tout le monde.